La dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova, bonsoir les gens. Bienvenue dans la dernière, en direct et en public. Vous l'entendez au Théâtre L'Européen à Paris. Ça va l'Européen ? Nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et c'est un 2 mars en 1919 que Lénine a fondé l'Internationale communiste. Et oui, ce bon vieux Vladimir Ilitch qui, je le rappelle, est décédé en entendant la phrase « Fabien Roussel est élu à la tête du Parti communiste français ». Il est mort une deuxième fois. C'est vrai que Roussel a inventé le communisme de droite. Vous avez vu ça cette semaine. C'est nouveau, c'est moderne. Et en même temps, on vit dans un monde où Yann Moix... Déjà, ça n'a aucun sens. Mais on vit aussi dans un monde où Juliette Arnaud est avec nous. Et bonsoir. Incroyable, Juliette Arnaud. Et on revient de vacances. Et oui. Ouais. C'était quoi le meilleur moment de tes vacances, Juju ? C'est la campagne. Ouais. Il pleuvait des crapauds et j'étais avec un chien, c'était trop bien. Bah dis-le si ça te fait chier de revenir à un moment donné. Non, le dis pas, ça va être vexant. Et également avec nous, Aymeric Lompré. Ça va, Aymeric ? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui est... T'as passé des bonnes vacances ? T'es un peu palo, qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai une intoxication alimentaire. Mais pour de vrai ? Ouais, c'est vrai. Comment ça se... Là, je te parle et c'est fluide, mais en dessous. Ok, allez, merci beaucoup. Sinon, pendant mes vacances, ouais. J'étais pas en vacances, moi. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai joué mon spectacle. Ok, super. Bah c'est passionnant, Aymeric, écoute. Merci. Je sais pas quoi te dire, à part de te dire d'applaudir bien fort Pierre-Emmanuel Barré, qui est à tes côtés. Voilà, bien sûr. Bonsoir. Et voilà. Je sais pas si c'est contagieux ce que t'as, mais... Je sais pas si c'est une gastro surtout. Si c'est une gastro, on va le savoir très très vite. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de tes vacances, Pierre ? Et ben moi j'ai découvert que j'avais 2 enfants et ils sont très sympas. Et je suis quand même content de revenir bosser. Et on les embrasse. Nous rejoindrons pendant l'émission Thomas VDB, Guédré et Célia Pelluet. Et voilà, ça c'est fait. Allez, c'est parti pour une nouvelle émission. On est chaud comme Morandini à Bétarame. C'est l'heure de la revue de presse. Et c'est moi qui commence. Et j'ai une info. Jordan ou Marine, c'est qui veut des conventions citoyennes pour déterminer ce qu'est être français ? Jordan ou Marine ? Eh ben non, c'est François Bayrou. Et à tous les coups, ça va nous coûter une blinde. Alors comme il paraît qu'on est un peu ric-rac sur le budget, je vais faire gagner du temps et du pognon à tout le monde. Être français, c'est quand il y a marqué française en face de nationalité sur les papiers d'identité. Parfait, ça c'est astucieux. Bon. Un bon petit tips d'entrée de jeu. Moi j'ai une info, mais non, il est pas raciste. François Bayrou est raciste. Mais non, il est pas raciste. On n'est pas d'accord. Alors on va écouter ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale quand on lui a fait remarquer que parler de submersion migratoire, c'était quand même un peu raciste. Il a parlé de son lycée. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée sur le même banc avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Ah bah c'est vous qui aviez raison, il est pas raciste. Il connaît un Africain qui drague des meufs, donc ok, je retire ce que j'ai dit. Alors moi j'ai une info météo pas là. Après une semaine à base de violence contre les enfants entre Notre-Dame de Bétarame, Notre-Dame de Garrison et le procès Le Scornec, on se dit tous, mais il est où le ou la ministre dédiée à la protection de l'enfance ? Météo. Ouais, voilà, Vianney avait raison, et je dirais pas ça tous les jours. Et vous savez pourquoi il y avait personne du ministère dédié à la protection de l'enfance ? Parce qu'il y en a pas de ministère dédié à la protection de l'enfance. Voilà, on est comme des connards. Michael Youn avait raison. J'ai pas dit ça tous les jours. Moi j'ai une info, ça va commencer à coûter de l'argent cette histoire. Écouter de la musique lors d'un enterrement sera désormais payant. Ça va commencer à coûter de l'argent cette histoire. Ouais, cher les petits enfants de Chopin là, qui vivent sur le dos des morts depuis tant d'années. Et Ludo et Sabrina, si vous écoutez, peut-être que maintenant il va falloir aller bosser, bande d'assistés. Non. Ouais. On n'a pas compris. J'ai pas compris le lien. Après, c'est une intoxication alimentaire sévère aussi, faut dire. Bah là, j'ai terminé, j'étais en train de... Allez. On enchaîne. Oui, moi j'ai une info. Cyril Hanouna est plus sur C8. Et j'ai une info. Il arrive sur W9. La xénophobie, l'homophobie et le racisme se sont tellement banalisés sous Macron. À ce rythme-là, dans 2 ans, il présente le 20h de TF1. Moi j'ai une info, ça va commencer à coûter cher. Non, j'ai une info. Ah ouais, ça alors. Depuis le 13 février et grâce à Rachida Dati, les contrebasses sont enfin acceptées dans les trains. Ça alors.
Oui, bonne nouvelle pour Gérard Larcher qui pourra enfin voyager. Juliette, Voilà, allez. passez l'effet de surprise. Allez. C'est à toi. J'ai Allez, changé. une info pas grossophobe. J'ai une info spéciale carnet rose. Elon Musk et sa compagne viennent d'avoir un nouvel enfant. L'enfant s'appelle Seldon Lycurgus et il a directement été inscrit aux jeunesses hitlériennes. Pardon. Non. Il a été inscrit aux jeunesses de l'autisme, des gens fous de joie qui donnent leur cœur à la foule. Mais nazi quand même. Ah bah oui, ça, oui, quand même. oui. D'accord, très bien. Alors, sans transition, ou peut-être que si, je sais pas. Aymeric Lompré. Aïe, aïe, aïe. Oui, tu te souviens, c'est une petite séquence à la fin de la revue de presse qui est très très attendue. Ah bon? Ah, par au moins. Ouais, il y a des gens, des fois, ils me disent waouh. Oh. Mais c'est quand je leur marche sur le pied, mais là vraiment, on a hâte. Eh ben ça tombe bien, je me suis appliqué cette semaine. Merci Guillaume de me tendre le micro. Ce micro ô combien absent dans des pays où la liberté d'expression n'est que très rare. Comme par exemple en Corée du Nord, en Arabie Saoudite ou encore sur Mars, car il n'y a personne. Voilà. Cette semaine, Guillaume, nous allons répondre à une question que beaucoup de Français se posent. Mais pourquoi que février fait que 28 jours alors que si on regarde sur nos doigts, c'est censé être 31? Non. Non mais j'ai écrit ça ce matin. Oui, Alors oui. non. Et sachez que je ferai ceci jusqu'à la fin de l'année. Je répondrai à des questions que les Français se posent. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Pourquoi le poisson le vendredi? Et surtout, pourquoi Nathalie Saint-Cric? Alors, pourquoi que le mois de février s'étend que sur 28 jours, les enfants? Eh bien, sachez, mes amis, que cela remonte à l'époque néolithique. Puisque ce sont bel et bien, pour rendre hommage à Jules César et Philippe Auguste, que ces deux... C'était pas foutre de ma gueule, c'est pas la peine. C'est hyper intéressant. Moi, je t'écoute, Aymeric. Je reprends depuis le début. Et oui, sachez mes amis que cela remonte à l'époque néolithique, puisque ce sont bel et bien pour rendre hommage à Jules César et Philippe Auguste, ces deux empereurs ô combien charismatiques. En effet, ces deux empereurs étaient de grands fans du mois d'août et du mois de juillet, comme nous tous à chacun. De ce fait, ils voulaient absolument que ces 2 mois soient des mois de 31 jours. Parce qu'ils adorent ces mois-là, comme j'ai dit aussi dessus. Il est normal qu'ils veulent que ces mois durent plus longtemps, car ils les aiment. Comme par exemple, je découvre mon texte. Comme par exemple, nous aussi. Par exemple, quand on aime un manège, on veut qu'il soit plus long. Ou une barbe à papa, on veut qu'elle soit plus volumineuse. Eh bien, c'est pareil avec les mois. Mais si on ajoute un jour à chaque mois, il faudra bien en enlever quelque part des jours. Sinon, les années seront trop longues et le temps passerait trop vite. Nous aurions tous 10 ans de plus. Et moi, j'articulerais encore moins et je serais en train de faire caca dans mon pantalon. Mais c'est donc le mois de février qui en pâtit, puisque celui-ci se voit retirer 2 jours. Alors vous allez me dire, mais pourquoi février ? On a voulu écourter ce mois-ci, car c'est le mois le plus détesté. Pourquoi ? Et oui, car c'est souvent là qu'il y a les fièvres. Et oui, février, fièvre. Allez. Ouais. Aymeric, incroyable. C'était incroyable. Au début, ça a marché. Ouais, et à la fin, on ne sait plus. On peut applaudir Aymeric quand même, Aymeric Lompré. Bah, tout de suite, c'est plus clair, quoi. C'est plus clair. Merci, Aymeric, c'était brillant, c'était fantastique, c'était sublime. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que moi aussi j'essaye un petit peu de survendre le produit. C'est pour annoncer ce qui suit, parce que ce qui suit, c'est la publicité bien sûr. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h15 et il est l'heure d'accueillir notre invitée du jour. Elle est avocate de formation. Elle a exercé plusieurs années en droit pénal des affaires avant de rejoindre l'association Anticorps, dont elle est aujourd'hui la déléguée générale. Mesdames et messieurs, Inès Bernard est avec nous. Salut Inès. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue avec nous, Inès. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est parfait. Déléguée générale d'Anticorps, on va y revenir évidemment. Avocate de formation, on va commencer par ça, par un peu ton parcours perso. Ok. Pourquoi avocate et pourquoi avocate des affaires? Est-ce qu'il y avait une idée quand même de gagner énormément d'argent derrière tout ça?
Oui, je crois que c'était ça. Puis entre-temps, j'ai touché à un héritage. Et je me suis dit, je vais m'engager dans l'associatif. Attends, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est faux. Non, en fait, je me suis toujours intéressée à la question de la répression que je trouve très intéressante. Après, il y a une spécificité dans ce qui concerne la répression économique et financière, qui est quand même un petit peu différente. La criminalité en col blanc m'a toujours beaucoup intéressée parce que je trouve que c'est des gens qui mettent en œuvre des manœuvres qui sont relativement intelligentes et c'est assez rigolo à débusquer, à voir. Mais toi, t'en as défendu des gens comme ça? Oui, un petit peu, mais en fait, j'ai surtout défendu, moi, en tant qu'avocate, des parties civiles. En fait, j'étais avocate collaboratrice et je défendais des parties civiles, mais qui étaient victimes de ces infractions-là, qui étaient en fait des infractions plutôt le côté privé des infractions ECOFI, c'est-à-dire plutôt escroquerie, etc. Les abus de biens sociaux, ce genre de trucs. Exactement. Et en fait, par ailleurs, je défendais des personnes qui étaient prévenues, mais qui, elles, avaient commis des faits de criminalité de criminalité non ECOFI, on va dire. Pénal dur, quoi. C'était plutôt ça, les personnes prévenues que je défendais. Très bien. Perso. Et alors, c'est comment le virage? Comment on en arrive à être une des 5 salariés d'Anticorps? Ouais, on n'est pas nombreux. En fait, on va dire que c'était plutôt une recherche de sens. J'avais l'impression, en fait, quand on est avocat, on ne choisit pas forcément ses clients au début de sa carrière, parce que j'étais encore relativement jeune, j'ai exercé pendant 4 ou 5 ans, je sais plus, et parce que j'avais besoin de gagner de l'argent, donc je travaillais pour des cabinets d'avocats, et en fait, qu'il y avait des clients que je respectais pas tant que ça finalement au fond de moi, on va dire. On va les citer. Non, mais voilà. Et donc j'avais pas énormément de sens. Et puis je connaissais Anticorps, j'adorais ce qu'ils faisaient. Et puis un jour, une opportunité s'est présentée et j'ai postulé de manière très simple. Et j'ai été recrutée. Et alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est l'association Anticorps pour les gens qui ne connaissent pas encore? Bien sûr. Anticorps, c'est une association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et en fait, nous, on a choisi l'arme du droit. Et c'est aussi pour ça que cette association m'intéressait beaucoup, pour lutter contre la corruption, pour faire changer les choses et pour aussi faire avancer la question de la probité dans le débat public. Donc, ce qu'on fait, c'est Je t'interromps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la probité? Oui, bien sûr, la probité... Il y a peut-être des gens de Levallois-Perret dans le public, donc c'est vraiment la première fois qu'ils entendent ce mot-là. Non, la probité, c'est l'honnêteté, c'est la droiture. Et nous, on l'entend à Anticorps au sens, en fait, c'est un peu le contraire de la corruption. La corruption, ce que c'est pour le définir de manière très générale, c'est un abus de pouvoir. C'est le fait d'utiliser un pouvoir que vous avez du fait de votre fonction à des fins privées. Par exemple, si vous me prenez l'exemple de Levallois, qui est un bon exemple, c'est payer pour avoir une place en crèche ou payer pour avoir un HLM. Ça, c'est de la corruption, par exemple. Ce qu'on appelle vulgairement de la magouille. Il y a des gens qui aiment bien la corruption dans le public, qui ont vraiment applaudi. Alors justement, pour ceux qui aiment bien la corruption, à peu près à combien on l'évalue en France, le chiffre du montant total de la corruption? Alors déjà, la première chose, c'est que c'est difficile à évaluer parce que par définition, la corruption, c'est une infraction qui est dissimulée. Donc les gens qui commettent de la corruption, ça ne se voit pas, quoi. En fait, c'est difficile de voir cette infraction, de réussir aussi à calculer le nombre d'infractions qui sont commises. Il y a un chiffre qui existe, qui est 120 milliards d'euros par an. C'est un chiffre qui est donc très important. Ça serait le coût de la corruption en France. C'est plus que le coût de la fraude fiscale, qui est de 81 milliards. Après, c'est du ruissellement. C'est censé ruisseler quelque part. On ne sait pas où. C'est une estimation qui est un peu ancienne. Et qui est une estimation, donc elle est forcément ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est difficile d'avoir un vrai chiffre. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a une tendance. La tendance qui est vue, c'est une tendance qui est plutôt à la hausse. Parce que l'Agence française anticorruption dit que depuis 2016, il y aurait une augmentation de 5% par an. Alors, on ne peut pas dire que c'est vraiment de toutes les infractions commises, mais en tout cas, c'est celles qui sont signalées, dont ont connaissance les policiers et les gendarmes. Après, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, et on peut imaginer qu'il y en a encore plus qui est dissimulé, quoi. Alors justement, tu as parlé un peu des enquêtes en cours, la partie dont les policiers sont au courant, mais alors comment on peut se saisir? Par exemple, on est dans un petit village, mettons, on sait que le maire du village magouille.
Est-ce qu'on peut saisir directement la justice? Est-ce qu'on doit saisir directement Anticor? Comment ça se passe? En fait, nous, à Anticor, on a cette spécificité qu'on reçoit plein d'alertes qui nous sont envoyées tous les jours, quotidiennement, par des lanceurs d'alerte qui nous font part de faits qu'ils considèrent comme étant de la corruption au sens très large. Et nous, on est une équipe de juristes et on fait un gros travail d'analyse juridique pour vérifier que ces faits, ils peuvent faire l'objet d'une réponse pénale. Et ensuite, on saisit... Donc, c'est pas des enquêtes? Vous ne faites pas vraiment à proprement parler des enquêtes? Non, alors nous on ne fait pas d'enquête, c'est pour ça qu'on y reviendra peut-être, qu'on a besoin des journalistes et qu'on a besoin d'autres personnes qui font des enquêtes. Nous, on fait vraiment de l'analyse juridique. Et après, on porte ces dossiers devant des juridictions pénales. L'intérêt de passer par Anticor et de ne pas saisir directement un procureur, c'est que déjà la garantie de l'anonymat, en fait, nous on protège les lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est parfois dans des cas où des personnes sont très très influentes, qui ont commis des infractions, c'est bien de pouvoir passer par une association. Et puis aussi, on a la possibilité, ensuite, une fois qu'on a saisi un procureur de la République, plus tard, de saisir potentiellement un juge d'instruction qui, lui, va être indépendant, contrairement au procureur de la République. Et ça, c'est ce que nous permet notre agrément anticorruption, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Oui, c'est ça, on en entend régulièrement parler. Est-ce que ça, tu peux nous expliquer? Parce que ce qu'on entend dans les médias, c'est qu'il vous faut... en gros, une autorisation pour pouvoir porter plainte, ce qu'on appelle un agrément, c'est ça? Oui. Et alors, on a entendu récemment que la décision revenait au Premier ministre. C'est-à-dire que le Premier ministre doit vous donner l'autorisation de potentiellement l'attaquer en justice? Exactement. C'est le gros problème. Oui, il me semble qu'il y a un petit problème là-dedans. Oui, c'est un peu emmerdant. En fait, ce qui se passe, pour expliquer l'agrément anticorruption, je suis obligée de vous expliquer un petit peu de procédure pénale. Ouais, mais tant mieux. Ça va être intéressant. Non, mais on est là pour ça en plus, donc c'est parfait. Puis on ne sait jamais, ça peut nous servir. Ça peut nous servir. Voilà. En France, tous les citoyens ne sont pas considérés comme des victimes de la corruption. Alors même que, par exemple, si votre maire détourne de l'argent de votre commune, vous pouvez considérer qu'en tant que contribuable de votre commune, vous êtes victime des agissements du maire. Sauf que la procédure pénale ne vous considère pas comme victime. Et tant que vous n'êtes pas victime, vous ne pouvez pas... Victime directe. Oui, victime tout court même en fait. Vous n'êtes pas considéré comme... vous n'avez pas la capacité de saisir un juge d'instruction indépendant. C'est plus marrant que ce que j'imaginais. Ouais. Il y a quelqu'un qui est mort de rire dans le public. C'est pour ça que... la personne de Levallois qui est toujours là et qui fait n'importe quoi, on s'en fout. C'est par rapport à ma chronique de tout à l'heure, je crois. Ça met un peu de temps à arriver. Donc quand on est citoyen, on ne peut pas saisir directement. Un juge d'instruction indépendant. Et pourquoi c'est important de saisir un juge d'instruction indépendant? Parce qu'en France, du coup, si vous êtes juste un citoyen normal, vous pouvez seulement saisir le procureur de la République. Or, là, il y a un problème avec le procureur de la République, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est la CEDH qui le dit aussi. Cour européenne des droits de l'homme. Le procureur on savait. Ça. Peut pas s'arrêter sur les basiques. Le procureur de la République en France n'est pas indépendant de l'exécutif. C'est-à-dire que le procureur, il est dépendant pour son avancement de carrière du ministère de la Justice. Donc, dans des dossiers, vous le comprenez, qui parfois impliquent des personnes qui sont extrêmement placées au plus haut niveau de l'État. Enfin, par exemple, je sais pas, nous, notre affaire typique, c'est l'affaire Collère, mais on y reviendra peut-être plus tard. Alexis Collère. Et en fait, ces procureurs-là, parfois, ils peuvent être un petit peu, on va dire, désincités. C'est mignon. Ça, c'est pour pas dire frileux. Ouais, frileux, mais même pour pas dire lâche. En fait, c'est aussi compliqué quand c'est pas forcément, on va dire, de leur faute. C'est aussi qu'ils se retrouvent dans une situation où après ils vont être bloqués toute leur carrière. C'est pas quelque chose qu'on leur souhaite non plus, quoi. Et par ailleurs, eux, ils ont la possibilité, ils ont vraiment de classer sans suite un dossier. C'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir un dossier, ouvrir une enquête, ou alors ne pas ouvrir d'enquête, ne pas faire d'acte interruptif de prescription. Il y a une prescription qui court dans ces affaires-là et ils peuvent ne rien faire, ne jamais interrompre la prescription, ou alors classer sans suite. Et si vous êtes un citoyen lambda, à la suite d'un classement sans suite, la partie s'arrête là. C'est foutu. C'est-à-dire que vous pouvez plus rien faire. Vous n'allez pas pouvoir contester ce classement sans suite. Et nous, on a cette possibilité à Anticor de prendre le dossier sur le bureau de ce procureur qui n'est pas indépendant, ou en tout cas qui fait ce qu'il peut, mais voilà, et de le mettre sur le bureau d'un juge d'instruction indépendant pour lui demander d'instruire à charge et à décharge. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'agrément anticorruption, qui est une spécificité française qui existe parce qu'il y a ce problème procédural de l'absence d'indépendance des juges d'instruction. Sauf que, en fait, c'est là que le bas blesse, c'est que finalement, on a confié par décret la possibilité de donner cet agrément, non pas
comme nous par exemple on le demande, à une autorité administrative indépendante, mais à l'exécutif lui-même. Donc c'est quand même un peu étrange. Nous à Anticor, on n'a pas eu d'agrément pendant plus d'1 an. On ne sait pas exactement pourquoi. En tout cas, le gouvernement ne nous répondait pas à nos demandes d'agrément. Et il se trouve il y a 3 associations en France qui ont cette possibilité, qui ont ces agréments-là. Mais nous, on a 150 dossiers. On a énormément de dossiers nationaux qui impliquent des personnes qui sont proches de l'exécutif, le secrétaire général de l'État. Exactement. Très bien. Vous avez compris le problème. On va y revenir jusqu'à 20h, mais on va d'abord faire une petite pause musicale si tu le veux bien, Inès, parce que comme le disait Nietzsche ou Vianney, d'ailleurs je ne sais plus, la vie sans musique est une erreur. Fin de citation. On écoute quoi, Juliette, Nietzsche ou Vianney? Punaise, j'étais en train de me dire, ce Friedrich Wilhelm, quel génie quand même. Mais en fait, nous, on va écouter Malik Djoudi parce qu'il se pose une vraie bonne question. Pourquoi tous les jours sont pas vendredi? Avec une question subsidiaire. Pourquoi tous les jours sont pas dimanche? Bien sûr. C'était Malik Djoudi avec Vendredi. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité, la déléguée générale de l'association Anticor, Inès Bernard. Il est 18h presque 30 sur Radio Nova. Radio Nova, la radio à la pointe des découvertes musicales. Même si à l'époque, ils sont un petit peu passés à côté de Laurie. Les nuls. Mais nous, on ne passera pas à côté de notre Patti Smith de Vilnius. Djiedré, mesdames et messieurs. Oui. Ouais. C'est désormais comme ça que je me décrirais. Voilà. Merci beaucoup. C'était Taylor Swift la dernière fois, donc j'ai changé un peu. Ouais, c'est très bien. Merci. On entend souvent qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, faire ce qu'on veut dans l'instant, car demain on peut crever. Ça fait bien dans les chansons de Corneille. Mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait pareil. Souvent le lendemain, on meurt pas. Le lendemain en général, on est toujours là. Et les 3 schlags dans notre lit aussi. C'est bien beau de se dire qu'on ne vit qu'une fois, c'est vrai, mais ça peut durer longtemps, une vie. Bien sûr, on peut mourir demain, mais on peut aussi mourir dans 46 ans. Donc ce tatouage de Géco au creux des reins, faut quand même y réfléchir un moment. Carpe diem, mais pas à fond quand même. YOLO, mais pas trop. Il faut vivre des expériences. Qui sait, peut-être que demain il sera trop tard pour tenter ta chance et te taper la femme du voisin. Mais peut-être que demain il ne se passera rien, et rien non plus le jour d'après, à part tu vas te faire défoncer par ton voisin, en plus d'avoir chopé une nouvelle MST. Il faut jamais oublier qu'à tout moment on peut crever, mais à trop vouloir en faire un mojo, on se retrouve ivre-mort au pot de fin d'année, à montrer sa bite aux collègues du bureau. Et bizarrement souvent le lendemain on est toujours là, pas mort du tout, toujours vivant, avec juste un peu plus de somme et la gueule de bois, et un vague souvenir d'avoir crié Darmanin président. Carpe diem, mais pas à fond quand même. YOLO, mais pas trop. À trop vivre comme si on pouvait mourir chaque seconde, on en vient à faire des choses un peu dingo, comme traiter de nazi un nazi sur les ondes, et du coup on se retrouve animateur sur une web radio. Moi si j'étais sûre de mourir demain, je dirais plein de trucs dans cette chanson, que je dis pas par peur d'être toujours vivante demain, et me retrouver sans amis, sans travail, sans mec, ce serait un peu con. Donc carpe diem, mais pas à fond quand même. Mollo sur le YOLO. Djiedré, mesdames et messieurs, merci beaucoup Djiedré. Tu reprends ta tournée dès ce mercredi à Charenton, le Pont dans le 94, la ville du rock. Alors ça, bien sûr, s'il en est. Et puis partout en France, à la Cigale, le 13 mai. Merci d'avoir été avec nous. On peut applaudir encore une fois Djiedré. Merci pour ça. YOLO. On est toujours avec Inès Bernard de l'association Anticor et on parle de corruption. Alors il y en a quelques-uns qui se sont dit YOLO et qui ont été à fond dans les affaires, dans la magouille, ce qu'on appelle la magouille au bar PMU. Quelles sont les grosses affaires en cours? J'ai noté moi Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. En quoi ça pose un tout petit problème éthique cette histoire? Oui.
Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Oui, alors l'affaire n'est plus en cours, hein, puisque par définition elle est finie, puisque elle a été déclarée prescrite. Donc c'était l'affaire des mutuelles de Bretagne. L'affaire des mutuelles de Bretagne, en fait, c'était Richard Ferrand qui aurait aidé, il me semble, une proche à acquérir un immeuble alors qu'il était à la tête des mutuelles de Bretagne. Donc il y avait une infraction à la probité. Là, j'en profite pour faire le lien avec notre agrément, parce qu'en fait dans ce dossier c'est super marrant, parce qu'en fait il y a eu une enquête qui a été ouverte. L'enquête, je crois qu'elle a duré une journée, et il y a eu un classement sans suite par un procureur de la République qui n'était pas indépendant. Mais voilà, comme on dit... corrélation, mais pas forcément causalité. Exactement. Mais peut-être que causalité quand même. Mais je le dis, voilà, on ne sait pas. Et Anticor a utilisé son agrément pour saisir un juge d'instruction indépendant dans ce dossier. Le juge d'instruction indépendant a mis en examen Richard Ferrand. Une mise en examen, ça veut dire qu'il y a des éléments qui permettent de suspecter qu'il a commis une infraction. Et en fait, malheureusement, dans ce dossier, il y a eu une décision de la Chambre de l'instruction de prescription. C'est-à-dire que voilà, les faits étaient trop anciens, on ne pouvait plus rien faire. Et là, en fait, cette prescription, c'était une prescription... je crois que... Je me souviens plus parfaitement, mais il me semble que les juges avaient fait une appréciation extrêmement fine, sévère, ou alors, enfin, ça dépend de quel côté on se place, de la prescription. Donc voilà, Richard Ferrand n'a pas été condamné. La prescription, c'est très très court dans les affaires d'infraction à la probité, en fait. En fait, pas tant que ça, c'est 6 ans. Mais 6 ans, c'est rien du tout. Voilà, on fait une énorme connerie, 6 ans plus tard, c'est bon. Chat perché. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que heureusement, le juge est quand même, il y a quand même une intelligence dans la loi, c'est-à-dire que les infractions à la probité, par définition, elles sont occultes. Du coup, on considère que normalement, le point de départ de la prescription, il est au moment de la révélation de l'infraction. Donc ça pourrait être hyper bien. Sauf que, attention, là, il y a encore une limitation qui est un petit peu... c'est Koh-Lanta, en fait. Voilà, en faveur des auteurs d'infractions, qui est maximum 12 ans. Et en fait, 12 ans, c'est court au regard du temps de la justice dans notre pays, parce que parfois, ces affaires, elles sont hyper bien cachées, parce que des personnes qui enquêtent sur ces dossiers-là, il n'y en a pas beaucoup. Des journalistes d'investigation indépendants qui ont des moyens de faire ces enquêtes, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, les procureurs, ils sont saisis de plein de dossiers. Comme je l'ai dit, pour interrompre la prescription, il faut qu'il y ait un acte d'enquête. Franchement, parfois, ça met longtemps avant qu'un procureur ouvre un dossier. Donc en fait, 12 ans, ça va hyper vite. Donc là, le dossier a été prescrit. Et pour revenir sur le Conseil constitutionnel, en fait, alors voilà, on imagine que Richard Ferrand, il est peut-être pas hyper attaché à la probité, je sais pas. C'est délicat parce qu'il n'a pas été condamné, donc c'est délicat. Voilà, il n'a pas été condamné, donc il est bien sûr présumé innocent, même dans les faits. Du coup. On dirait que ça te fait je sais même plus. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, les magistrats, le Conseil constitutionnel, c'est censé être les personnes qui sont un peu des sages dans notre pays, donc qui vérifient la conformité à la Constitution. Et en fait, déjà, il y a une situation qui est un peu étrange. C'est que c'est pas forcément des juristes, c'est pas forcément des professionnels du droit, et en fait c'est des personnes qui sont très proches, qui sont soit des politiques, soit très proches des politiques. Richard Ferrand, par exemple, je crois qu'il est assez proche d'Emmanuel Macron, si je me trompe pas. Oui, je vois qui est cet Emmanuel Macron dont on parle souvent. Donc on peut se dire que dans d'autres pays européens, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, et on sépare vraiment de manière très rigoureuse le juridique, le Conseil constitutionnel, et puis le politique. Et là, c'est pas notre cas dans notre pays. Et l'affaire des mutuelles, de Ferrand, ça illustre bien le problème, parce qu'en plus, il a été mis en cause, mis en examen même, dans une affaire d'infraction à la probité, et il n'y a pas des juges qui ont dit non, l'infraction, elle n'a pas été caractérisée. Oui, c'est ça, il y a juste des juges qui ont dit non, c'est prescrit. C'est quand même pas la même chose. Mais en fait, Inès, la vraie question, est-ce que c'est pas... On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? 1000 excuses, Guillaume. J'étais en train de poser une question. Oui, je vais devoir vous interrompre. Pia, la corruption, pia, les vilains capitalistes. Tout cela est passionnant. Et je sais qu'il est d'usage d'attendre que le présentateur vous lance pour commencer sa chronique. Oui. Mais j'ai pris l'habitude de rabaisser Emmerich à 18h37 et j'aime quand tout se passe comme prévu. Jingle. Emmerich, il pue du cul. Mais enfin, il rit de ça. J'ai fait faire un jingle par David Guetta, ça m'a coûté une fortune. Mais ça valait le coup.
Alors vous connaissez très probablement Emeric le chroniqueur, Emeric le comédien, Emeric le Père Noël de centre commercial, Emeric le Père Noël en garde à vue parce qu'il a oublié son pantalon. Mais connaissez-vous Emeric, l'être humain? Coup de projecteur. Emeric est né, déjà ça commence mal, Emeric est né le 17 mars 1988 à Lille et en voyant le jour, il s'est écrié « C'était sa première chronique. À l'âge de 8 ans, lors d'une descente de mescaline dans un Buffalo Grill, Emeric écoute un chef indien en bois lui donner le choix entre vivre vieux mais sans talent ou bien devenir un brillant humoriste mais mourir le 1er mars 2025. Nul ne sait ce qu'il a choisi, mais force est de constater que nous sommes le 2 mars 2025. Dès son plus jeune âge, Emeric se prend de passion pour le théâtre. Malheureusement, ce n'est pas réciproque. En 2011, profitant d'une pause pipi du vigile, il s'infiltre dans l'émission On ne demande qu'à en rire, programme qu'il quittera après une série de 30 sketchs, dont le héros était un pingouin nazi. Un triomphe auprès de l'extrême droite des îles Galapagos, mais cela ne suffira pas à faire décoller la carrière hexagonale d'Emeric. Notre trublion décide alors de prendre un peu de recul afin de se ressourcer auprès de ses deux meilleurs amis, Heineken et Kinder Pingui. Il voulait être Jérémy Ferrari, il finira Jérémy Ferrero. En 2020, après 9 ans de break, comme disent les artistes tombés dans l'oubli, Emeric revient dans l'émission Par Jupiter sur la radio gouvernementale, puis démissionne suite au licenciement de Guillaume Meurice, ce qui explique sa présence aujourd'hui à nos côtés, puisque comme le dit si bien Guillaume, je suis un peu obligé, quoi. Voilà. On a fait le tour des succès professionnels d'Emeric. La semaine prochaine et les 7 suivantes seront consacrées à ses échecs. Mais avant de se pencher sur ce gros dossier, revenons à l'émission et intéressons-nous aux fausses questions des faux auditeurs. Et cette semaine, c'est Vanessa qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan encore sous le choc après la découverte d'une photo compromettante de Melchior Bouillon, figure historique locale qui a donné son nom à la principale artère commerçante de la ville, mais également au pittoresque cours d'eau qui sillonne le plateau de Beauce avant de se jeter dans la Roustinière, le fameux cours Bouillon. Sur ce cliché datant de 1923, exhumé des archives de la médiathèque Gaël Goliot, on aperçoit en effet Melchior, tout sourire abhorrant une indécente blackface lors du traditionnel défilé costumé de lundi gras. Inadmissible pour le maire Guilhem Maurice, intolérable et honteux, d'après l'ADPHCR, l'Association de défense du patrimoine et de l'héritage culturel racilarien, bluffant de réalisme, selon le clown d'hôpital Éric Lamprey. Toujours est-il que face au tollé suscité par la découverte du cliché en question, il a été décidé à l'unanimité par le conseil municipal réuni en urgence de cancel Melchior Bouillon afin de ne pas salir l'histoire et l'image de la commune. Les plaques de la rue portant son nom ont été arrachées sous les hurrahs des habitants et fixées sur les urinoirs de l'hôtel-restaurant club échangiste La Cavabite. Chais, bois ma pisse, a déclaré Guilhem Maurice avant d'aller à son tour, comme chaque samedi, se désaltérer dans le glory hall de l'établissement. Mais coup de théâtre, hier matin, quand la doyenne des racilariens, Marie-Thérèse Lombal, a déclaré dans la Gazette de Saint-Roustan « J'ai bien connu Melchior, il n'était pas raciste. D'ailleurs, ce n'est pas une blackface, c'est juste que Melchior était noir. » Encore pire, d'après le maire, révoltant et scandaleux pour la DPHCR, c'était sûr, Théma son gros paquet, selon Éric Lamprey. Il a logiquement été décidé à l'unanimité par le conseil municipal de ne pas redonner le nom de Melchior Bouillon à la rue commerçante et au cours d'eau afin de ne pas salir l'image et l'histoire de la commune. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la question de Vanessa. Bonjour, j'écoute l'émission toutes les semaines et je tenais à vous remercier. Sans vous, les dimanches seraient bien moroses. Je ne parle pas à l'équipe, c'est juste que je vous vois, Pierre-Emmanuel Barret. J'aimerais personnaliser ma sonnerie de téléphone et je voudrais savoir si vous aviez une idée à me proposer. Eh bien oui, Vanessa, ça tombe bien, j'ai pile ce qu'il vous faut. Emeric, il pue du cul. Avouez que ça donne envie de recevoir de nombreux appels. Voilà, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barret. Merci. Et ce nouveau talent donc, de beatmaker. Merci.
Merci Pierre Emmanuel. On te retrouvera tout à l'heure pour ta chronique. Je signale aussi que la boutique de Saint-Roustan est toujours ouverte. Saint-Roustan.com, saint-roustan.com. Déjà 70 000 balles récoltées pour Médecins du Monde. Oui. Donc merci à toi et merci à aux gens. Et merci aux gens. Voilà, c'est de la publicité, mais c'est de la publicité qui sauve des vies. Celle qui suit aussi, mais juste celle des actionnaires du CAC 40. C'est la publicité, donc. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré en direct du théâtre L'Européen à Paris. On est avec Inès Bernard, la déléguée générale d'Anticor, et on parle de corruption des élus. Mais pendant qu'on parle de ça, désolé Inès, mais on ne parle pas de choses bien plus graves qui se passent en ce moment en France. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Mes amis, je sais pas si je vais trouver la force. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais trouver les... Putain, je sais pas si j'ai trouvé les mots. Je voulais vous parler de la fermeture de C8. Fermeture de C8. Allez patron. Waouh, je pensais y arriver, mais bon. Écoutez, je vais laisser les gens qui défendent C8 s'exprimer à ma place, parce qu'il y en avait toute la semaine partout pour dire qu'on peut plus rien dire nulle part, clairement. Avec à leur tête mon ami, mon frère, Pascal Praud. Comme en Guinée, en mai dernier, quand la junte militaire a fermé les principales télévisions du pays. Comme en Russie, quand Vladimir Poutine a clos la chaîne d'opposition Dojd après l'invasion de l'Ukraine. Nous en sommes là. Au pays de Voltaire, la France a éteint les lumières. Wow. Je vous avais dit, c'est fort aujourd'hui. Hein. C'est du Pascal. Hein. C'est pas du Blaise Pascal, mais c'est du Blaise Pascal Praud. C'est vraiment encore plus fort. Et n'oubliez jamais, ce que je vous dis toutes les semaines quasiment, c'est que Pascal Praud est un des mecs les plus modérés du plateau sur CNews. Parce que sur le plateau, il y a Georges Fenech et ses comparaisons. En 2015, l'obscurantisme islamiste est venu faire taire un journal. Aujourd'hui, on est venu faire taire et fermer une chaîne. On va pas comparer. Non, mais on va pas comparer. Non, moi je retiens pas votre comparaison. Eh bien, moi je le dis. Il y a des gens qui sont morts. Je le dis. Je le dis. Non, mais... Il y a une mort physique. Oui, mais... Et il y a une mort cathodique. Quand même Pascal est choqué, c'est vraiment que l'heure est extrêmement grave. Mais il a raison, Georges Fenech, il y a une mort catholique. Qu'est-ce qu'il va faire, Gilles Verdès? Vous pensez vraiment que ce mec-là, il peut servir à quelque chose dans la vraie vie? Même Ricard, ils en veulent pas comme égérie. Enfin, c'est terrible ce qui se passe. Même les gens du Québec s'indignent. Vous savez, les téléspectateurs, la télévision, souvent les émissions, ce sont des rendez-vous, c'est une présence aussi. Pour certaines personnes, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis. C'est un rendez-vous chaque semaine. Ils ont une connexion, ils ont quelque chose qui leur fait plaisir. Ah oui. Quand t'as pas d'amis, t'es content de pouvoir regarder une chroniqueuse qui se fait harceler en direct à la télé. C'est bien connu, quand on est malheureux, c'est chouette de se réjouir du malheur des autres. Moi, quand je me dis mes chroniques, c'est quand même vraiment de la merde, je suis content qu'il y ait Sophia Aram qui existe. Parce que, mais ça fait relativiser. Et là, comment on va faire? Ce qu'on va faire, déjà dans un premier temps, c'est qu'on va écouter Philippe de Villiers, qui parle de C8 et de son directeur Franck Apieto. Je demande à chaque téléspectateur d'écouter chaque mot. Les nouveaux héros de notre temps seront jugés par l'histoire comme étant les libérateurs de la parole. Et donc, je salue Franck Apieto, les 400 personnels qui sont sur le carreau, qui sont des héros martyrs. Des héros martyrs. Les mots sont dits, les termes ont été dits. D'ailleurs, les monuments aux morts de la guerre seront bientôt remplacés par un moulage de la teub de Jean-Michel Maire. Et comment ne pas entendre résonner dans nos esprits les mots d'André Malraux? Entre ici avec ton cortège de petites beautés. Mais je vous adore, il est fou, je vais te défoncer, fils de pute, je t'aime. C'est beau, c'est presque aussi beau que du Philippe de Villiers. Ils veulent en finir avec la parole alternative. Mais c'est trop tard. Comme dit Vincent Bolloré, il y a ce qu'il appelle le déhanché du lapin breton. C'est du Vincent Bolloré dans le texte. Enfin, il y a des phrases qui marquent l'histoire. Voilà. Je vous ai compris. I have a dream. Le déhanché du lapin breton. J'ai les poils. Je vous avais dit que c'est une chronique vraiment de haute intensité émotionnelle. Avant de vous voir partir en malaise vagal, je voulais laisser la conclusion, évidemment, au camarade Philippe. Et s'ils veulent nous décourager et nous affaiblir, je pense que nous sortons de cette épreuve plus fort. Plus fort. On en sortira plus fort de cette épreuve, les amis. Au nom de la France, au nom de la Darka,
Au nom de la liberté de souffler dans le cul d'un chien, la patrie reconnaissante. Merci beaucoup. Allez, allez Guillaume, ça va aller Guillaume. Ça va aller, mais... Allez, le petit mouchoir. Il y a des chroniques plus faciles que les autres, quoi. Ouais, je sais bien. Allez, Inès, quel rôle t'as l'impression que jouent les médias, c'est-à-dire finalement le quatrième pouvoir, c'est censé être leur boulot, justement le contre-pouvoir. Est-ce que t'as l'impression qu'ils vous soutiennent dans vos missions de faire entendre aux citoyens et aux citoyennes où on en est au niveau de la corruption de nos élites? Ah ouais, c'est une super bonne question. Déjà, nous, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment besoin des médias d'investigation pour révéler ces affaires, parce que un des droits des citoyens, c'est de demander des comptes à leurs représentants, et pour qu'ils puissent leur demander des comptes, il faut que les affaires, elles éclatent. Ça a donc le besoin de ces personnes qui font les enquêtes. Ensuite, sur le traitement médiatique, il y a un article de Anton Rouget de Mediapart qui est sorti récemment, corruption, une affaire par jour et tout le monde s'en fout. Lui, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est-à-dire que les affaires, quand elles sortent, on entend un petit peu parler, mais peut-être que les médias ne prennent pas assez la peine de faire de la pédagogie, et notamment sur les conséquences de ces affaires. Le cas, on va dire, d'école, c'est peut-être le traitement médiatique de l'affaire libyenne ou l'affaire Sarkozy qui est actuellement en cours. Il y a, on en a parlé, on a eu Fabrice Arfi qui est venu. Oui, peut-être qu'il vous a un peu parlé du traitement médiatique, mais en fait, c'est vrai que cette affaire, c'est une affaire d'État. On pourrait se dire c'est un peu l'affaire du siècle. Il y a potentiellement un président de la République qui aurait été élu avec de l'argent potentiellement d'une dictature étrangère. On est sur un truc complètement dingue. Ça ne fait l'ouverture d'aucun JT. Il y a pas. Moi, je vais au procès. Trois après-midi par semaine. Il n'y a pas de télévision nationale qui sont là pour couvrir, pour raconter le soir au JT, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à l'audience. Alors qu'en fait, et nous d'ailleurs on le raconte un peu sur notre chaîne Instagram, je vous invite à nous suivre, à nous écouter. En fait, il se passe des trucs qui sont hyper intéressantes, hyper marrantes, oui, un peu savoureuses, et puis aussi qui interrogent profondément notre démocratie. Et ça, en fait, les médias ont un rôle très très important à jouer. Moi, je les invite vraiment à prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que c'est une préoccupation qui, à mon sens, intéresse beaucoup en fait les citoyens, les citoyennes. Tout le monde a envie d'une république qui soit plus probe. Personne n'a envie de vivre dans une société corrompue, en fait. C'est juste... ce sentiment d'injustice, il est extrêmement désagréable pour les citoyens. Mais c'est dû à quoi, à ton avis? À la concentration des médias dans les mains des milliardaires? Il y a un gros problème... J'essaie de donner des petits indices comme ça. Possiblement. Ah, ça s'entendait pas que tu donnais des indices. Point d'interrogation. Non, mais c'est évident. Donc, il y a ce problème de concentration des médias, oui. Nous, c'est quelque chose qu'on regrette à Anticor, et on a un certain nombre de positions contre la concentration des médias. Après, il y a aussi peut-être une question que peut-être ça intéresse pas tant que ça les journalistes, ou alors c'est vu comme des rubriques vraiment justice qui sont un peu techniques et qui n'intéressent pas le grand public, alors que je pense que c'est faux, et que on a la possibilité de raconter ces affaires de manière très humaine, aussi en racontant les conséquences sur les vies des gens. Et moi, j'invite vraiment les journalistes à prendre un dossier comme un sujet de magazine, en fait, en racontant voilà, dans telle commune, il se passe ça, voilà ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de corruption, voilà ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de détournement de fonds publics. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Il y a moyen de raconter ces histoires de manière pas trop technique. Ça, vous essayez de le faire sur votre chaîne Instagram? Oui. Vous faites un peu ce rôle-là, ce rôle médiatique? Ouais, on a ce petit rôle. On essaie... En fait, à Anticor, on fait aussi beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire qu'on intervient aussi dans des écoles, dans des universités pour raconter ça. On intervient aussi au procès pour parler pour porter la parole des citoyens, pour dire en fait les conséquences financières, elles sont de tant d'euros dans ce dossier, mais les conséquences démocratiques, c'est quoi? Moi, j'étais intervenue dans un dossier au TJ de Paris où il y avait plusieurs maires d'Île-de-France qui avaient été corrompus par un même entrepreneur, une grosse société du bâtiment. Et en fait, ces maires-là et ces mis en cause-là, ils avaient été corrompus pour rien du tout. C'est-à-dire qu'on leur avait payé un dîner au Jules Verne ou un nouvel iPhone, et en fait, ils avaient accordé un marché public. Et ça, c'est tellement con, parce qu'en fait, non seulement... C'est encore pire, quoi. On aimerait qu'ils prennent la thune vraiment
Ouais, c'est ça. Et non seulement. Sinon, on se cotise, on leur offre l'iPhone à la limite. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, mais alors justement, moi, je me posais une question. Il me semble que les députés, les nouveaux députés fraîchement élus, ils ont à un moment une petite semaine en gros de formation, et j'imagine qu'on leur dit les choses qui sont strictement interdites, qui tombent sous le coup justement d'atteinte à la probité. Mais est-ce que c'est valable dans le cas d'élus municipaux, par exemple, dans des plus ou moins petites villes? Je sais pas. Je sais pas. Nul n'est censé ignorer la loi, blablabla. Ok, d'accord. Dans les faits, on n'est pas. Peut-être qu'on se rend pas forcément compte qu'on fait des trucs pas bien. Oui. Alors je dirais qu'il y a deux choses. Tu serais une bonne avocate, Juju. Il savait pas. Elle, pour l'iPhone, il savait pas. Non, Après, alors ça dépend. Non, mais pas quand il dit ma femme elle travaille alors qu'elle travaille pas. Ouais, il a des yeux, il voit bien que c'est pas sa femme, la dame. Non, je veux dire. Mais je vais répondre peut-être en 2 points. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être que les élus comprennent pas assez. Après, franchement, quand on accorde un marché public à son frère ou à une personne qui nous a juste payé un dîner ou un voyage avec sa femme, enfin avec notre femme, franchement, on sait. Attends, de quelle femme tu parles? Je sais plus, mais bon. Imaginons quoi. On sait qu'on n'a pas le droit. Oui, mais j'imagine que ça se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire. Si, dans certains dossiers, ça se passe comme ça. Après, il y a aussi peut-être un problème d'exemplarité. Et nous, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que quand on voit qu'au plus haut niveau de l'État, il y a des personnes qui sont mises en cause dans des affaires et que ces personnes, elles restent au gouvernement ou alors elles sont finalement pas condamnées, c'est clair que c'est compliqué de demander à des élus locaux qui font parfois un travail exemplaire. Et en fait, la plupart des élus ne sont bien sûr pas corrompus. Nous, on a à cœur de le dire à Anticor, mais il y en a certains qui le sont. Et ces gens-là, ils font quand même un travail important avec des bouts de ficelle. C'est compliqué de leur dire attention, vous allez commettre une prise illégale d'intérêt parce que vous allez accorder vous allez embaucher telle ou telle personne, alors qu'en fait, au plus haut niveau de l'État, il y a des personnes qui sont bien Oui, l'exemple n'est pas vraiment donné. Et ça, je pense que vraiment, là où on pourrait faire un gros progrès, c'est l'exemplarité au niveau de l'exécutif. Et d'ailleurs, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, en fait. Oh, dis donc. Dis donc. Non, mais on s'en rappelait plus. On va y revenir. Merci beaucoup, Inès. On a évidemment encore plein de questions à te poser, notamment une comme ça, rapidos. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Tu t'y attendais pas à celle-là. Ah ouais, non, je ne m'attendais pas. Ah non, je sais pas. Non, mais moi, j'écoute Minette Chatonnette. C'est une chanson pour enfants de 15 mois parce que... Et ben c'est ça qu'on va écouter. Alors, je serais hyper étonnée, Juliette. Non, je suis désolée. Par contre, vraiment, je suis désolée. Vous ne l'avez pas prévu? Non, et René Lataupe non plus, pardon. C'est un titre de mon groupe préféré depuis que John Lennon est mort. Le groupe s'appelle Gabriel. C'est un titre de 2020 qui lui-même s'intitule Love and Hate in a Different Time. Je pourrais danser jusqu'à bousiller mes pieds en suivant la voix de Jacob Lusk. C'était Love and Hate in a Different Time du groupe Gabriel. Vous écoutez toujours Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invitée, la déléguée générale de l'association Anticor, Inès Bernard. Et nous a rejoint sur le plateau une scientifique dont la thèse portait sur l'interféromètre atomique à source ultra froide pour le test du principe d'équivalence faible depuis l'espace. Et avec ceci, ce sera tout. Un café, l'addition. Merci, bonsoir. C'est Célia Pelluet qui est avec nous. Bonsoir Guillaume, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, je suis scientifique et c'est pas toujours facile. Je travaille dans l'aérospatiale à Toulouse, du coup je suis venue en train pour cette chronique et j'avais un voisin un peu envahissant qui m'a posé des questions. Bon, de fil en aiguille, je raconte que j'ai bossé dans un observatoire au Chili et fait un peu d'astronomie. Et quand je dis ça, son visage s'illumine. Il me regarde, il répond « Ah, trop bien, tu fais de l'astronomie ? Tu peux me dire quoi sur moi ? Je suis Gémeaux. » Aïe, aïe. Ben c'est super, Mickaël. Je peux te dire que t'as l'air spontané, curieux et que tu détestes la routine, mais t'as aussi l'air un peu relou. Astronomie, astrologie, c'est pas pareil. Bon, je sais, quelques lettres de différence, mais ça change beaucoup de choses. Exemple simple, Philippe Etchebest. Ce qu'il fait à manger, c'est de la gastronomie, alors que sa coloscopie réglementaire des 50 ans, c'est de la gastrologie. Tu comprends bien, Mickaël, que dans les deux cas, on parle du tube digestif, mais on prend pas exactement le problème par le même bout. Bon, ben moi, c'est pareil. Ça parle beaucoup à Aymeric, ça. Ah, je me sens inclus, là. Et ben moi c'est pareil, si j'étudie les planètes pour en savoir plus sur la formation du système solaire, c'est de l'astronomie. Si je m'en sers pour t'expliquer que tu trouveras pas l'amour dans ce Ouigo, c'est de l'astrologie. Bon, je n'en veux pas en réalité, c'est juste que je suis un peu tendue. Parce que la semaine dernière sur internet, je suis tombée sur un article qui commençait comme ça. Ne paniquez pas, d'après la NASA, votre signe astrologique pourrait bien avoir changé. Oula, voilà. Mais moi c'est votre titre qui me fait paniquer. Attends, la NASA s'intéresse à l'astrologie maintenant. SpaceX à la rigueur j'aurais compris. Bon, d'ailleurs vous savez que Elon Musk c'est un cancer. Voilà.
Oh. Je reviens à l'astrologie. Alors, je continue la lecture de l'article et là, le choc. Il y aurait un tout nouveau signe astrologique qui décale tous les autres. Une mise à jour, je sais pas, une espèce de 49.3 du spatial, quoi. Du coup, c'est le bordel. Les taureaux deviennent gémeaux, les vierges se transforment en bélier, Manuel Valls devient ministre des Outre-mer. Non, vraiment, ça n'a aucun sens, ce truc. Au moins, ça aurait été pas dérangeant que Bayrou se transforme en balance. Ça nous aurait peut-être évité quelques problèmes dans les internats, je crois. Bon, c'est quoi cette histoire? En fait, tout est parti d'un article de vulgarisation pour enfants sur le site de la NASA. Et dans cet article, ils expliquaient d'où viennent les signes astro. Alors, je vais vous expliquer en gros. Les planètes tournent autour du Soleil sur un même plan, un même disque. Le disque de la symphonie de l'univers. Le disque du magique système solaire. Moins poétique, quand même. Je sais pas. Quand on est sur Terre, il apparaît comme une ligne dans le ciel. Et tout au long de l'année, on verra le Soleil et les planètes se déplacer sur cette ligne. Mais en arrière-plan, on voit des étoiles qui, elles, sont fixes parce qu'elles sont très lointaines. Et en les reliant entre elles, on a créé les 12 constellations que vous connaissez. La Vierge, le Sagittaire, Bayrou, la Balance, etc. Et à une époque, il semblerait qu'on ait décidé d'en voir une 13e qui s'appelait le Serpentaire. Voilà. Bon, un beau jour, on a décidé de la virer. Il paraît qu'elle aurait fait une blague un peu limite sur un prépuce. Depuis silence radio, je sais. Donc voilà, c'est tout. Pas de changement de signe, pas de mascarade cosmique et surtout rien à voir avec la NASA. Parce que l'astrologie, c'est ce qu'on appelle une parascience. Elle emprunte des éléments scientifiques, ici les étoiles, pour bâtir une croyance qui, elle, n'est pas prouvée. Alors, je peux pas vous dire si ça marche ou pas. Enfin, si, je peux vous dire. Mais j'ai peur de vexer les gens, parce que je suis Capricorne. Du coup. Mais en tout cas, les études montrent qu'il n'y a aucun lien entre la position du Soleil et le caractère des gens. Pourtant, on estime que 40% des Français croient en l'astrologie. Et ça concerne quasiment une femme sur deux. Alors, comment l'expliquer ? Peut-être parce que l'astrologie, ça rassure. C'est un doudou émotionnel, une alternative à un père absent ou à un gouvernement nommé de manière surprenante. Et comment expliquer l'intérêt particulier des femmes ? Je sais pas, peut-être parce que pendant des décennies, on leur a fait comprendre que les sciences, c'était pas pour elles. Est-ce que vous saviez, par exemple, que dans un des observatoires les plus prestigieux des États-Unis, il a fallu attendre 1965 pour qu'il s'ouvre aux chercheuses. Et l'excuse, c'est parce qu'il n'y avait pas de toilettes pour femmes. Donc bon. Alors attention, je suis pas complètement contre l'astrologie. Je pense qu'il faut respecter les croyances des gens. Mais moi, j'avoue que ce qui me rassure, c'est plutôt de savoir qu'on est tous sur un gros caillou qui flotte dans l'infini de l'univers. Ou que, vraie anecdote, il pleut des diamants sur Uranus. Alors, ce serait beau que le ciel étoilé fasse résonner autre chose en nous que de vouloir lire notre avenir romantique. Je vous promets qu'à défaut de trouver l'être aimé, vous pourriez bien tomber amoureuse des étoiles. Célia Pelluet, mesdames et messieurs. Merci Célia. Merci. Passionnant. On est toujours avec Inès Bernard. T'es de quel signe, Inès ? Capricorne aussi. Capricorne, j'en étais sûr. Ouais. Alors, comment faire le lien entre la lutte anticorruption et la science ? Écoute, c'est simple. Il y a une question de rigueur dans la science, de rigueur scientifique. Oui. Dans la lutte contre la corruption, il y a aussi une question de rigueur. On prend souvent l'exemple des pays du Nord, genre le Danemark, Norvège, etc., comme des pays très très rigoristes en la matière. On a toujours entendu l'anecdote, elle a payé avec sa carte bancaire, je crois, une Toblerone ou des bonbons, elle s'est fait virer. Est-ce que c'est un système qui est souhaitable en France, que Anticor souhaiterait, ou est-ce que c'est too much ? Quelle est la limite en gros ? Je ne sais pas si cette anecdote est vraie, je ne connais pas vraiment cette affaire, mais oui, en tout cas, je pense que vraiment, on a beaucoup à gagner à ce que il y ait plus de probité dans nos sociétés, dans notre société française. Franchement, je pense que c'est évident que les pays du Nord sont plus des modèles à cet égard. Mais alors, c'est quoi ? C'est une question de culture ? On a la culture. Oui, je pense qu'il y a. Ouais, ah oui. On n'a pas forcément la culture. Je le dis de manière un peu trop forte. Oui, je pense que c'est une question de culture. Et c'est pour ça aussi que nous, à Anticor, on va aussi sur le volet culturel. C'est pour ça que, par exemple, on a un festival de cinéma contre la corruption. C'est pour ça qu'on intervient, je sais pas, dans d'autres festivals, qu'on fait un certain nombre d'événements culturels, parce que c'est clair que c'est hyper important d'expliquer aux gens que on triche pas en fait non plus en politique, qu'on triche pas avec l'argent public. Pourquoi ? Parce que l'argent public, c'est le bien commun et c'est potentiellement aussi des services publics. Et les services publics, ils servent à tout le monde et ils servent en particulier aux populations les plus vulnérables. Donc en fait, qui pâtit de ces détournements-là ? C'est les plus pauvres, c'est les plus vulnérables et
ça rend tout ça très grave. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup à gagner à aller vers en tout cas un idéal, un aiguillon de probité très très forte, même si ça reste un aiguillon, c'est déjà bien de l'avoir. Ils ont qu'à corrompre aussi, hein, les pauvres. Ouais, je suis d'accord avec mon copain. Ok. Bon, on va prendre le temps de réfléchir. Non, mais c'est intéressant Inès, parce que parfois ils le font et ils le font alors mais même mal. qu'ils ont- Mal. Ils sont nuls. mal Regarde parce qu'ils- Kevin, oui, je t'ai vu, c'est bon. Mal parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et il se trouve que par exemple. Ah ouais Bah ouais. Non, mais bon, je réponds ou pas non Oui, c'est réponds. mais par exemple, pour l'accès aux logements sociaux, parfois c'est des gens qui devraient avoir accès à des logements sociaux si les services publics étaient à la hauteur, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Sauf qu'il n'y a pas assez de place dans les logements sociaux, dans les HLM. Ces gens-là sont un peu dans la merde et donc ont des logements qui sont pas terribles. Ils voudraient des logements sociaux. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils payent des personnes, potentiellement des élus, pour avoir accès à ces logements sociaux-là. Donc là, on se dit, bah merde, il y a plein de victimes. Il y a les gens qui auraient dû normalement avoir accès au logement social et qui n'y ont pas accès parce que quelqu'un a payé. Et puis, il y a aussi finalement même la personne qui corrompt, on se rend compte qu'elle est dans une position de grande vulnérabilité. Donc ouais, même les pauvres peuvent corrompre. Et Bien répondu. J'ai l'impression qu'elle connaît son sujet, Inès. Merci, on va revenir à tout ça. Attention parce qu'on a quand même dit, je crois, pas mal de trucs beaucoup trop intéressants de manière complètement désintéressée. Et il est l'heure de faire exactement l'inverse. C'est l'heure de la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invitée, la déléguée générale d'Anticor, Inès Bernard. On va continuer à parler de corruption jusqu'à 20h, mais avant cela, il est l'heure de retrouver celui qui est très très facilement corruptible. D'ailleurs, sa devise, s'il se présentait à la présidentielle, serait un picombière contre les codes nucléaires. C'est Aymeric Lomprey. Ouais. Bon allez, l'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas un truc jaune. Bah, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Vous allez voir, c'est une très très vieille chronique. Ouais, Jacques Chirac, il va en prendre plein son grade. Non, là aujourd'hui, je vais carrément vous parler de Alexis Kohler. Alors, je vous cache pas que j'y connaissais rien, mais c'est Juliette qui m'a forcé à prendre le sujet. C'est vrai en plus. Et Juliette, quand elle dit un truc, faut le faire. Ça, c'est. Aymeric? Oui, Juliette. Va me chercher de l'eau. Pas de problème, Juliette. Maintenant, bois là. Oh non, Juliette, s'il te plaît. Bois la petite merde. Non, pas l'eau. Non. Je suis en train de me transformer en Pierre-Emmanuel Barré. Non. Il est 19h30 et je vais au lit alors qu'avant j'étais cool. Bon. Tout est vrai dans cette chronique, c'est fou. Arrête de m'interrompre car c'est du professionnel. Bon, Alexis Kohler, tout le monde voit qui est Alexis Kohler? Toi? Non, je demande parce que moi je savais pas. Donc, je pensais que c'était un attaquant allemand, moi. Mais de toute façon, moi je sais rien parce que je suis un homme. Et les hommes ils sont nuls. Ouh, ça réfléchit avec le zizi, les hommes. Je fais tout comme t'as dit. Alors, Alexis Kohler, il est secrétaire général de l'Élysée depuis 2017. Alors, deux informations. Première information, secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce que c'est? Le secrétaire... Mais répondez, vous voyez bien que j'en sais rien, moi. Putain, on peut compter sur personne. Merci la team. Non, mais c'est vrai que le secrétaire général de l'Élysée, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, il y a plein de métiers comme ça. On sait pas trop. C'était là. Bah moi, je suis impresario. Quoi? Bah impresario. C'est-à-dire, bah j'accompagne les artistes. Je suis aux côtés des artistes. Je suis un petit cure-pêche. Allez. De toute façon, tous les métiers qui servent à rien, ils boivent des cure-pêches. Bonjour, je voudrais un cure-pêche. Avec plaisir. J'adore ce que vous faites, Monsieur Meurice. Non. Alors, non, mais là, j'ai un peu lu dans la presse, ils disent qu'en fait, Alexis Kohler, en fait, ce serait le cerveau du président. Waouh. T'imagines Macron, on lui a dit, tu peux choisir un cerveau, et ben, il a dit, bah, je vais prendre Alexis Kohler. Oh là. Manu, tu veux quoi en dessert? Un clafoutis de pipi. Cerveau de Macron dans la liste des métiers pénibles, c'est entre testeur de coloscopie et maman Diane Wax. Je te jure. En plus, il l'est depuis 2017. Et avant, il était directeur de cabinet de Macron. Depuis le début, il suit Macron. C'est-à-dire qu'il est fan de Macron. Et vous savez quoi? Bah moi, ça me fait un peu de la peine. Parce que, non mais c'est comme c'est le seul à aimer Macron, je veux dire. C'est comme quand t'es petit et que t'aimes un truc et que personne aime. C'est genre le biathlon. Et à la récré... À la récré, tu veux jouer au biathlon? Et personne, il va jouer au biathlon avec toi.
Après, du coup, t'es tout seul, ton âme, elle s'assombrit, et tu tues tous les élèves avec ta carabine de biathlon. Et après, tu t'enfuis en ski, mais la police, elle te rattrape, parce qu'il n'y a pas de neige à Charleville-Mézières. Et après, la police, elle est là. Achtung, Achtung. Allez, accroche-toi, Émeric, accroche-toi. Bon, Alexis Kohler, il est fan de Macron. Il est fan. Mais même quand Macron était bébé, hein, Alexis, il était là. Regardez, ce sera un grand homme. Il chie partout, il vomit sur le personnel médical. Oh, l'accouchement s'est bien passé, madame? Je sais pas, moi, je suis sa femme. Hein. Alors, non. Ça, c'est pas Juju. Non, pardon, Juju. C'est Pierre, il m'a dit de dire. Alors l'actualité, parce qu'elle a bien entendu l'actualité. Là. Alors Alexis Kohler, il va peut-être quitter son poste parce qu'on commence à lui demander des comptes à Alexis. Hein, 3 000 milliards d'euros des dettes. Il y a un moment, si c'est toi le cerveau, on va te poser des questions, quoi. Moi déjà, quand je vois Dybala Douli, il y a un Yougoslave qui m'attend sur le palier. Donc la commission des finances a voulu convoquer Alexis le 11 février, mais lui, il a invoqué un problème d'agenda. Il a dit non, le 11, je peux pas, j'ai biathlon. Elle est géniale cette excuse, elle est géniale. Et ça se trouve, ça marche, c'est une incantation magique. C'est qui, Justine, qui t'envoie des cœurs? J'invoque un problème d'agenda. Mais il est comme ça, Alexis, il aime pas trop qu'on l'embête. Alors il a dit, puisque c'est comme ça, je vais quitter mon boulot. Et quel boulot? Secrétaire général de l'Élysée. Mais ça consiste en quoi? Un petit cœur-pêche? Merci de m'avoir écouté. Merci, Émeric. Émeric Lompré, qu'on retrouve tous les lundis en spectacle au Théâtre de la Renaissance à Paris. Allez le voir en vrai et en tournée dans toute la France. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur Alexis Kohler? J'ai pas l'impression vraiment. Chaque fois, je traite pas le sujet. Non, c'est vrai, on est peut-être passé un poil à côté, mais c'est pas grave, on va demander à Inès. Moi, c'est la dernière fois que je lui fais une proposition. Hein, voilà. C'est ta faute un petit peu, Juju, là-dessus. Inès, tu es toujours avec nous, Inès Bernard, Anticor. Oui. Alexis Kohler, qu'est-ce qu'il fait exactement dans la vie, cet homme-là? Et pourquoi il a des ennuis avec la justice? Ce qu'il fait exactement, Oui, personne ne sait vraiment. Secrétaire général de l'Élysée. Oui, secrétaire général de l'Élysée. D'accord. Il est mis en examen dans une affaire en partie du fait d'Anticor, parce qu'encore une fois, Anticor avait utilisé son agrément dans ce dossier, je vous raconte juste après, pour ses liens avec une entreprise familiale qu'il aurait favorisée. En fait, c'est une entreprise de bateaux, je crois. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Ça dépend, si tu nous le mimes, ça, c'était pas un bateau que t'as mis, c'est pour ça. Du coup, Montgolfière, j'aurais dit, mais je pense. Armateur. Non, oui, un armateur. Qu'il aurait. Armateur, c'est comme ça. Non, mais. Très bon mime de radio. Les gens se régalent. Ah oui, c'est la radio. C'est la radio. Pardon Inès, je suis obligé de... Non mais encore une fois, c'est un dossier... Donc il y a eu des favoritismes, il a été accusé c'est plutôt une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'il a favorisé une personne proche, il a utilisé un acte de ses fonctions, non pas pour... il est présumé innocent, donc il aurait utilisé un acte de ses fonctions, non pas pour le bien commun, pour l'intérêt général, mais en fait potentiellement pour favoriser une entreprise avec laquelle il avait des intérêts, puisque c'était des cousins, dont il était très proche. Voilà, et pour ça... Donc pour l'instant, ça en est où de la procédure? Ouais, en fait, au départ, il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte, et en fait, c'est assez intéressant ce dossier parce que l'enquête, elle était plutôt bien avancée, et il y avait un premier rapport des enquêteurs qui disait des choses quand même assez intéressantes et qui allaient dans le sens d'une prise illégale d'intérêt, donc d'une infraction. Et Emmanuel Macron, président de la République, est intervenu dans le dossier. En fait, il y a eu un courrier en fait d'Emmanuel Macron qui a été versé à la procédure, se disant voilà, il a un alibi, il était avec moi. Un peu ça, mais on était au flunch, voilà. donc ça peut pas être. À la suite de ça, il y a eu un classement sans suite du dossier du procureur de la République, encore une fois, qui était les garanties d'indépendance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Anticor a pris le dossier et l'a confié à un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction-là, il a mis en examen Alexis Kohler. Donc voilà. D'où l'importance de notre agrément. Et en fait, dans ce dossier, il y a plein d'éléments procéduraux. Enfin, je veux dire, la défense tente plein de choses. Là, ils ont tenté récemment de dire que le dossier était prescrit. Nous, on était les seuls devant les juges à dire non, le dossier n'est pas prescrit. On a gagné là-dessus. Mais c'est hyper important, non seulement qu'on ait eu notre agrément et qu'on ait pu confier ce dossier à un juge, mais aussi qu'on continue à être impliqué dans la procédure. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'au moment où ils ont contesté cette prescription, nous, on n'avait pas d'agrément. Donc, parce que le gouvernement ne répondait pas précisément, le gouvernement, voilà, vous avez compris qui y était. Et du coup, on aurait pu
ne pas pouvoir aller défendre ce dossier si on ne l'avait pas récupéré juste avant, parce que on l'a récupéré peut-être quelques jours avant l'audience, il me semble. Enfin, vraiment, je sais plus, mais je crois une semaine avant. Et comment bien fait. C'est un peu ça. Et donc on voit là l'importance des associations comme Anticorps. Comment on peut vous aider, nous, en tant que citoyens? Il y a des adhésions, j'imagine? Oui, bien sûr. C'est vraiment adhérer à notre association ou faites-nous un don. Mais c'est hyper important pour nous que les gens soient adhérents, déjà parce que ça nous permet, quand on va à des audiences pour parler de dossiers. Actuellement, moi, je dis, on est 8000 adhérents. Mais en fait, on devrait être 80 000, on devrait être 800 000. Et pouvoir dire, voilà, je représente 80 000 personnes qui sont attachées à la lutte contre la corruption. C'est autre chose que de dire, je représente 8000 personnes, même si c'est déjà génial. Et on est l'association de lutte contre la corruption qui a le plus d'adhérents. Mais donc, vraiment, adhérer à notre association. Et puis, intéressez-vous aussi à ces sujets, bien sûr, qui sont hyper importants. On va faire ça, Inès, on va faire ça, on va y revenir, évidemment, mais avant ça, celle qui s'intéresse beaucoup à la comédie humaine, ces histoires, celles et ceux qui les vivent, c'est Juliette Arnaud et son famous jingle. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Régal! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci beaucoup. Alors en ce moment, c'est chaud. Musk aux manettes avec son Doge pour débarrasser les États-Unis de la parasite classe, la classe des parasites, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des aides fédérales. Et dans le même temps, on a en France ce bon vieux Yann Moix qui s'autoproclame immense écrivain. Ok. Qu'on embêterait par, et je le cite, haine du talent et haine du génie. Réflexion liminaire, décidément, les hommes ne sont jamais décevants et une chronique de 4 minutes n'y suffirait pas. Par ailleurs, il existe un roman où on retrouve exactement cette sémantique chez tous les héros et héroïnes. Ça s'appelle La Grève. Ça a été écrit en 1957 par une femme qui s'appelle Ayn Rand et qui a une énorme influence, ce roman, chez les libertariens, donc Musk par exemple, ou Trump. C'est le livre le plus lu aux États-Unis, paraît-il, après la Bible, et Trump l'adore. J'ai rarement lu un truc aussi paranoïaque, à part l'Ancien Testament, justement. Et comme de plus, c'est 1400 pages, 1400 putains de pages. Physiquement, t'as mal au coude et psychiquement, si la parano, c'est pas ton hobby, t'as mal à ton âme. Alors, dans La Grève, on est en Amérique, dans les années 50, et on suit quelques entrepreneurs et entrepreneuses, des gens qui pensent que la plus grande vertu qui soit, ça n'est pas la probité, Inès, c'est celle qui consiste à créer des richesses, et selon eux, l'État les empêche de se développer à leur aise, et pendant ce temps, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise les médiocres, comprendre pas eux. Et là, dans le roman, des patrons d'industrie se mettent à disparaître. Ils cessent leurs activités et pouf pouf, ils disparaissent sans donner d'explication. On se dit, mais peut-être ils sont morts. Pas du tout. Ils ont fait un genre de fugue en suivant les préceptes d'un ingénieur autoproclamé génial qui s'appelle John Galt, qui les a tous chopés un par un discrètement et qui leur a dit groupons-nous et demain l'interne. Non, forcément, il leur a pas dit ça. Pour autant, il a proposé à tous ces gens-là, ceux qui, je le cite, ont porté le monde sur leurs épaules, il leur propose la grève. C'est-à-dire que John Galt, il ne s'adresse pas aux damnés de la terre, aux forçats de la faim, mais il déclare la grève des êtres pensants, la grève de la matière grise. Le John Galt, il se propose en toute simplicité, et je le cite encore, d'éteindre le moteur du monde. En toute simplicité, un Prométhée à l'envers qui enlève le feu aux hommes. Et qu'est-ce qui, dès lors, va advenir s'ils se mettent en grève, les gars qui pensent? Eh ben, ça sera le chaos généralisé. De la sorte, les médiocres, c'est-à-dire nous, on va comprendre qui c'est qui est vraiment important, et c'est pas nous, et on les laissera faire qu'est-ce qu'ils veulent pour que cesse le chaos et que revienne le bonheur et la paix. Quand on connaît le parcours de l'autrice, on comprend un peu mieux ce qui a pu la conduire à écrire ce roman. En fait, elle est née en 1905 en Russie, qu'elle a fui dès qu'elle a pu, à peu près dans les années 30, pour devenir scénariste à
Hollywood. Et on peut toutes et tous comprendre qu'elle ait eu envie de fuir l'URSS de Staline. On peut comprendre. Et après, elle a embrassé avec joie l'Amérique de l'entrepreneur libre et individualiste. Elle a embrassé l'Amérique avec beaucoup de joie, peut-être avec trop de joie. Et ces personnages, enfin ces héros du moins, ils se ressemblent tous, les hommes et la femme, qu'ils soient propriétaires de mines, de chemins de fer ou d'entreprises sidérurgiques. Alors ils sont grands, ils sont minces, ils se tiennent droit, ils sont blonds, ils ne sont que courage, génie et droiture. Ce sont quasiment tous des héritiers, mais attention, chez eux c'est pas pareil. Leur talent à eux, il est inné, rien d'acquis, c'est bien précisé dans le livre. Et quand ils se mettent à exposer leurs idées de génie, ça dure des plombes, d'où les 1400 pages. Littéralement, John Galt, au moment de la révolte, il pirate la radio d'État et là, pendant 60 pages de romance et son discours. Putain, mais Fidel Castro, quoi, ou Jean-Luc Mélenchon, bref. Le totalitarisme communiste exécré par l'autrice a muté. La liberté individuelle devient la valeur absolue, le droit de propriété l'étalon suprême et en avant trinquant. Et en fait, ce qui m'a le plus troublé, c'est que ce roman massif, donc, il a été écrit avec une femme et que c'est un personnage féminin qui est au centre de son intrigue. Sauf que, à un moment, elle apparaît dans une soirée et elle a un bracelet en diamant au poignet et Ayn Rand écrit « Et cela lui donnait la plus grande féminité qui soit, : l'art d'être enchaîné. » Bon, moi j'aime pas plus les bijoux que les chaînes. Merci mon Dieu. Bam, Pierre Tombal. Merci Juliette. Juliette Arnaud, mesdames et messieurs. On peut retrouver bien évidemment en podcast, en vidéo, partout, sur toutes les applis. Vous pouvez partager les chroniques et commenter les chroniques. N'hésitez pas à commander. Mourez, bande d'islamo-gauchistes. Voilà, par exemple, petit exemple. J'en profite pour souhaiter à tous les musulmans un bon ramadan. Et oui, bien sûr, l'occasion de vous souhaiter... de vous conseiller, on va vous conseiller le livre de notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Le livre s'appelle « L'islam raconté et expliqué ». Et la légende raconte que si vous le lisez à Éric Ciotti, il disparaît dans une flaque de pipi. Ça vaut le coup de le tenter. En attendant, il est l'heure d'une petite pause musicale. Comme on parle de corruption depuis tout à l'heure, j'imagine qu'on va écouter dès à présent l'hymne des Hauts-de-Seine. Juliette, c'est ça ? Alors, Guillaume, l'argent. Non, je sais pas si c'est ça. Non, alors si cet hymne existe, forcément un jour il sera en playlist sur Nova. En attendant, on va écouter le DJ, chanteur, producteur et écossais Calvin Harris et son tube de 2007, qui est une déclaration d'amour aux années 80 et à celles et ceux qui sont nés durant cette décennie. Guillaume, Émeric, Pierre-Emmanuel, c'est pour vous. C'est nous. Vous êtes toujours sur Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré. Et notre invité, la déléguée générale d'Anticor, Inès Bernard. Et c'est le moment de notre séquence, l'invité de l'invité. Chaque semaine, on demande à notre invité donc de nous présenter quelqu'un. Et aujourd'hui, je vous demande d'applaudir bien fort Véronique Escamès qui est avec nous. Sois la bienvenue, Véronique, sois la bienvenue parmi nous. Tu es auxiliaire de puéricultrice. Alors, quel rapport avec nous ? On a envie de dire, c'est vrai que il arrive à Émeric de ne pas faire ses nuits, mais c'est davantage à cause du LSD que de la pousse de ses dents. Mais Inès m'a dit, je veux inviter Véronique pour parler du dossier People and Baby. Qu'est-ce que c'est que ce dossier ? Je vois que Pierre-Emmanuel frétille un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce dossier, Véronique ? Alors, People and Baby est une entreprise de crèche, enfin c'est un groupe d'entreprises de crèche qui gère donc un certain nombre de structures d'accueil pour les jeunes enfants, micro-crèches et crèches, et qui malmène ses salariés, qui malmène du coup aussi les jeunes enfants qui sont accueillis dans les structures. Alors pas toutes, parce que certaines directrices arrivent malgré les pressions et malgré un certain nombre de choses, à faire du bon travail, à gérer leurs équipes et à faire tourner aussi bien que possible. Mais beaucoup de directrices partent au bout d'un moment, alors soit simplement en disant bon je m'en vais, soit partent après un burn-out parce qu'elles n'arrivent pas à gérer correctement, à faire leur travail de manière satisfaisante. C'est-à-dire qu'éventuellement, elles n'ont pas assez d'argent pour acheter des couches. La nourriture, parfois, ça a été démontré, était limitée pour les enfants. Donc on peut faire le lien facilement avec les EHPAD, avec le scandale qu'il y a eu dans les EHPAD. C'est le même genre, un petit peu de tentative d'optimisation, de pressurisation des salariés, etc. D'accord. Et alors, quel lien on peut faire avec la corruption ? Parce que c'est notre sujet du jour. Alors, avec Inès. Parce qu'il a été démontré
Tu parles sous contrôle d'une avocate. Est-ce qu'on peut dire démontrer? Alors, moi, je gère plus facilement tout l'aspect personnel et enfant que l'aspect financier. Oui, d'accord. Sur l'aspect corruption, en fait, moi j'ai invité Véronique parce que nous, Anticorps, on est engagés donc, dans ce dossier People and Baby qui a été révélé par un journaliste. En fait, il se trouve que ce grand groupe de gestion des crèches, en fait, les entreprises privées peuvent en France gérer des crèches depuis 2004 et recevoir des subventions publiques. Sauf qu'il est apparu que ces subventions publiques étaient parfois potentiellement détournés, et notamment le groupe People and Baby qui faisait par exemple des faux travaux, qui envoyait des faux devis, enfin qui aurait envoyé des faux devis de faux travaux et des travaux. Parle à l'affirmatif, nous on traduira en conditionnel dans notre tête. Qui n'étaient jamais fait dans les crèches pour recevoir des subventions de la CAF, ou alors qui allait modifier potentiellement des taux de présence des bébés dans les crèches pour recevoir toujours plus de subventions. Et en fait, donc ça, c'est potentiellement du détournement de fonds publics. Nous, à Anticorps, on a saisi le procureur de la République et une enquête est ouverte. Tout le monde est pour le moment présumé innocent. En fait, moi, je trouve que ce dossier, il est intéressant pour plusieurs raisons. Et en fait, surtout parce que quand on voit que les gestionnaires des crèches, comme ça, ont demandé toujours plus de subventions en n'hésitant pas à faire peut-être des faux, on se dit, bon, peut-être que ça a permis de mieux traiter les travailleuses, surtout, en fait, je vais pas dire les travailleuses, en fait, c'est les travailleuses qui sont là, qui font des qui font des boulots qui sont en fait harassants. Oui, tu dis ça peut être un peu moins d'heures. Et en fait, quand on demande à Véronique, c'est pas le cas du tout. Peut-être que les bébés étaient mieux traités. Et bien en fait, pas du tout. Véronique fait non de la tête. Véronique confirme. Oui, voilà. Le personnel était toujours autant, il avait toujours autant la pression, et les bébés étaient hyper maltraités. Et en fait, ce dossier, il est intéressant aussi parce qu'il permet de montrer les conséquences humaines de la corruption. Parce que moi, souvent, quand je raconte ces dossiers-là, on me dit bon. J'entends bien la petite musique au fond qui est de dire bon, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Bah parfois si, en fait. Bah, Véronique, tu peux nous expliquer les conséquences de ce genre de corruption, les conséquences sur le réel. Alors nous, on reçoit régulièrement des messages de professionnels, des messages d'appel à l'aide, de professionnels qui sont par exemple en arrêt maladie, voire en arrêt longue maladie, mais qui ne perçoivent pas leurs indemnités journalières parce que le groupe n'a pas transmis à la sécurité sociale les attestations salaires, voire des attestations de salaire erronées. Certaines nous ont aussi avertis sur des compléments de salaire qui ne sont pas versés. Donc des professionnels qui se retrouvent dans des situations pitoyables. Donc clairement, l'argent est détourné et n'arrive pas au... Ah bah clairement, l'argent n'arrive pas à destination. Et sur la santé des enfants et sur Alors sur la santé des enfants, il y a des structures où il y a eu le drame de Lyon. Oui, on peut en parler. Il y a eu un enfant qui a perdu la vie. Oui. On en sait plus sur les raisons exactes. Alors le procès a lieu en avril, je crois. Ok. Je crois que le procès devrait s'ouvrir en avril. Il y a des structures où des travaux ne sont pas faits, donc où les enfants sont dans des locaux qui sont vétustes. Des taux d'encadrement qui ne sont pas respectés. Donc quand ils ont un contrôle PMI, comme en règle générale, les contrôles sont prévenus à l'avance. Qu'est-ce que tu appelles un contrôle PMI? Alors, c'est quand la protection maternelle et infantile vient pour vérifier... Que tout va bien. Alors, ils viennent pour vérifier que tout va bien, mais ils sont censés aussi accompagner les directrices quand il y a des petits problèmes pour essayer de recadrer et de régler les problèmes. Il y a un rôle d'accompagnement aussi. Il y a un rôle d'accompagnement. Mais donc, en général, ils sont prévenus avant. Donc, éventuellement, on emploie, comme chez People and Baby, entre autres, ils ont des pôles de volantes, des professionnels qui viennent dépanner. Donc, hop, on fait venir. Si on dit mercredi, il y a un contrôle, paf. Voilà, allez, là, on va faire revenir tout le monde. Et puis, on a pile le nombre d'enfants, on dépasse pas, on reste bien dans les clous. Il n'y a pas de contrôle inopiné, ça débarque pas. Il y a très, très peu de contrôle inopiné. Donc, et toi, tu es encore dans le groupe? Tu travailles encore dans le groupe? Moi, j'ai jamais été dans le privé. Non. D'accord, ok. Mais tu t'intéresses au dossier de près? Nous, on a créé un syndicat en 2020. Et donc, c'est par ce biais qu'on a les appels et qu'on essaye d'aider. Autant qu'il faut savoir que chez People and Baby, entre autres, quand elles ont un problème,
elle n'arrive pas à trouver les coordonnées des délégués du personnel. Ouais. Bah, là, avec tout ce que tu m'as dit, je suis pas étonné. Et comment on peut t'aider? Comment on peut aider ce syndicat? Comment il s'appelle? Alors, c'est le syndicat national des professionnels de la petite enfance. Très bien. Comment nous aider? En gros, c'est quand on envoie quand on envoie des communiqués de presse, c'est qu'ils soient relayés au maximum, de manière à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient informés. C'est quand le collectif Pas de bébé à la consigne, dont on est membre, lance des appels à la grève, c'est que ça soit visible, parce qu'en fait, on est très souvent dans l'invisibilité, en fait. La petite enfance est très invisible. Donc, syndiquez-vous. On ne le redira jamais assez. Ça aussi. Voilà, et ça, pour les professionnels, c'est super important. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Véronique. Merci beaucoup. On peut t'applaudir bien fort, Véronique Escamès. Force à toi, évidemment, pour la suite. On parlait des dégâts que peuvent faire la soif d'argent. Parmi ces dégâts, il y a le fait qu'on va être privé d'antenne pendant quelques minutes à cause de la publicité encore. Vous êtes toujours sur Radio Nova. Ça, c'est vrai, vous êtes toujours sur la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la déléguée générale d'Anticor, Inès Bernard, et nous a rejoint autour de la table celui qui est le cousin de Laurent Wauquiez. Et le pire, c'est que c'est même pas une blague, sauf si on considère que sa vie est une blague. C'est Thomas VDB. Bonjour à tous, les amis. Alors déjà, je suis désolé parce que normalement, je devais apporter des cadeaux pour les autres membres de l'équipe, parce que récemment, je pense que ça vous fait ça aussi, j'ai fait une date, moi, et des fois, après un spectacle, les spectateurs, ils vous apportent des cadeaux. Alors pour vous, mais aussi des fois pour les autres membres de l'équipe. Ils pensent qu'on est un peu comme Colissimo ou FedEx. Et l'autre jour, moi, après un spectacle à Dijon, il y a un gars qui me dit, tiens, ça c'est un Magnum de Bourgogne pour Aymeric Lomprey. Donc moi, je fais, ok. Et le mec, il me dit, tu lui dis bien de pas la boire tout de suite, ça doit vieillir. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais le soir même, dans ma chambre d'hôtel avec mon régisseur, la bouteille a arrêté de vieillir d'un seul coup. Vraiment, ça fait ça de moi à rapporter à Paris, quoi. Je me dis, bon. Alors bon, moi, cette semaine, sinon, j'ai vu que l'ONU, vous savez que moi, j'essaie de me tenir un peu informé tout par rapport à l'ONU, et l'ONU, ils mettent en garde contre le retour des dictateurs. Attention, si ça continue, on va finir par y arriver, les mecs, là, vraiment. Parce que les dictateurs, je m'étais jamais imaginé que ça reviendrait dans l'air du temps. On a été naïfs de penser que c'était plié. Je pense que c'est un peu comme le fluo. Voilà. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir été prévenu. Parce que moi, dans les années 90, des fois, j'allais dans des festivals de musique et il y avait toujours des groupes de raga, ska, reggae blanc. Les mecs, c'était Rastaman de Babylone, positive attitude, Rasta Populos. Bon, j'étais là. Et personnellement, moi, c'est ce que j'appelais l'enfer de la musique. Tu vois, je pense même quand Dante, il a écrit l'enfer, il aurait jamais imaginé des musiques aussi crispantes, je pense vraiment. Mais là, il y a plein de gens qui s'éclataient et qui pogotaient dans le public, dont probablement Guillaume Meurice, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour toi, c'est un peu les Rolling Stones, ces groupes-là. Hein, c'est vrai. Et donc, dans les concerts de ces groupes de Rasta blanc, il y a toujours un moment où les gars, ils se mettaient à chanter « Non, les nazis, non, les nazis, non, les nazis, non, non, les fachos ne passeront pas. Je te dis, même plus jamais ça. » Et moi, je regardais ça de loin, je dis « Ah, mais la paix !» mais la paix, c'est bon, ils vont pas revenir les nazis, passer à autre chose. Je disais, veuillez à ne pas être de gauche de façon trop exubérante quand même, hein. Parce que vous avez la gauche trop démonstrative, là je trouve quand même. Et aujourd'hui, on est en 2025 et je me dis, putain, les chanteurs de Ragamuffin, en fait, qui étaient là, plus jamais ça, les nazis, non, non. Je me dis, mais en fait, c'est eux qui avaient raison. 30 ans avant l'ONU. Attends, Les groupes de Ragamuffin, quoi. Ragamuffin qui est quand même le seul genre de musique avec un nom de gâteau dedans. Bon. Et les gars, ils avaient senti le retour de l'extrême droite avant tout le monde. C'était vraiment des experts en géopolitique avec des sandales. Voilà, vraiment. Mais bon, on va pas se mentir, c'est vrai que le retour des nazis, ça fait un peu les affaires de notre émission. Parce que tous ces bras tendus, ces discours fascistes, ça fait des likes pour nos chroniques. C'est bon pour nos carrières. Ouais. Parce que j'ai remarqué que plus la démocratie est menacée, plus l'émission a du succès. Alors, vu la tournure des choses, je me dis, on n'a aucun souci à se faire. Hein. Alors merci qui? Merci les nazis. Voilà. Non, parce que c'est comme... Moi, j'ai un pote qui, l'été dernier, il est allé à Solidez. Et après, il me dit, il revient de Solidez, il me dit, ah putain, je me suis régalé devant tous les concerts. Je dis, bah oui, merci le sida. Bah oui, parce que s'il n'y avait pas eu le sida, tous les beaux concerts, ils n'auraient pas existé. Et c'est vrai que pour l'émission, les fascistes, c'est un peu comme pour nous l'équivalent des abeilles pour les apiculteurs. Ils bossent pour nous, ça fait notre miel. Clairement, voilà. Mais ces derniers temps, j'ai vu qu'il y a eu un rassemblement d'antifascistes qui s'est fait attaquer
par un groupuscule d'extrême droite. Vous avez vu peut-être les gars, ils ont débarqué avec des couteaux. Bon, soyons honnêtes, en même temps, c'est vrai que ces derniers temps, il y a aussi eu un regain d'attaque où ça crie à la Akbar, et les gars, ils déboulent aussi avec des couteaux. Mais c'est vrai qu'on est plus, nous, dans une émission où quand il y a un attentat islamiste, on sait pas trop quoi dire. Ça, à chaque fois, on est là, zut. Hein, on fait un peu la même tête qu'à la rédaction de Valeurs Actuelles quand il y a un attentat d'extrême droite. Ils sont là, ah, mince. Mais je me dis, on pourrait pas prendre un peu de hauteur et voir que le problème, c'est les couteaux, tout simplement. Faut interdire les couteaux. À partir de maintenant, on coupe la viande qu'avec des cuillères. On fait fermer les coutelleries, prison ferme pour tous les rémouleurs. Bon. Non, mais c'est vrai que les gens de gauche, ils sont peut-être énervants, mais ils donnent pas des coups de couteau, puis en plus ils sont minoritaires. Parce que bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les gauchos, les féministes, les wokistes, c'est des minorités aujourd'hui. Les écolos. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc de jadis, les écolos. Non, mais franchement, mais le monde aujourd'hui de 2025, il a relégué l'écologie à une sorte de hobby. C'est comme le judo ou faire des maquettes. Ouais. Rappelez-vous, l'écologie en 2022, c'était omniprésent. Aujourd'hui, ça a disparu. C'est un peu la tectonique de 2022, l'écologie. Donc je me dis, vu que c'est plus ou moins cuit, est-ce que le truc qui nous reste à faire, c'est pas juste de gueuler comme des gros putois en buvant des bières tièdes? Émeric, il a bien compris. Et je me dis, juste pour faire chier la droite dure, est-ce qu'on monterait pas tous des groupes de reggae blanc? Franchement, là, rien que là, on est 300, on peut monter 50 groupes de reggae blanc là. Franchement, on se loue des locaux de répète, on se fait tous pousser des dreadlocks, mon pote, juste pour énerver la droite. Parce que déjà, le reggae, raga, c'est énervant pour les gens de gauche, alors imaginez pour les gens de droite, franchement. Franchement, on se fait faire des gros tatouages tribal, on s'achète des tablates, et on va dans les centres-villes pieds nus, et on a non les nazis, non les nazis, non les nazis, non. Merci à tous, salut. Merci Thomas Vénévé. On peut retrouver en podcast sur toutes les applications, évidemment. Merci Man, j'ai envie de dire. Merci Man et Nick Babylone, très exactement. On est toujours avec Inès Bernard pour parler de corruption, mais on va rester dans le domaine de la culture Babylone. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi, Inès, grâce à tes lectures. Juliette t'a posé des questions. Oui, je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance et tu m'as répondu un livre qui justement est destiné à la jeunesse, qui est souvent étudié au collège, peut-être ça a été ton cas, qui s'appelle Lettre à une disparue, qui est signé Véronique Masseneau, qui date de 1998. En gros, ça se passe dans un pays d'Amérique du Sud sous une dictature, laquelle ça n'est pas précisé. Une femme, Paloma, a disparu dans un contexte de répression politique et sa maman continue à lui écrire. Comme tu me le faisais remarquer, c'est vrai que les enfants n'ont absolument pas peur des sujets douloureux. Moi aussi, j'ai des souvenirs de moi, enfant, lisant des choses abominables. Et ça me... Bon, je faisais des cauchemars, bien sûr, mais ça allait. Oui. Oui, les enfants s'intéressent aux choses très sérieuses. Moi, ce livre, je l'ai pas étudié, je l'ai lu en primaire, spontanément, au hasard, dans une librairie, puis je l'ai acheté. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup intéressée. T'avais quel âge à peu près? Ah, j'étais petite, je pense que j'étais genre en CE2, je sais pas quel âge on a en CE2, mais... 14 ans. Non. Oui, alors, en gros, on a 7-8 ans. Je pense que j'avais pas 10 ans, quoi. J'avais plus, mais plus vraisemblablement, on va dire. Ouais. Non, mais en fait, c'est drôle parce que ce livre, cette réponse, elle est hyper personnelle parce qu'en fait, je me souviens pas tant de mes lectures, on va dire, de l'école primaire, mais en fait, ce livre, il m'est resté parce que, en fait, Paloma, c'est le prénom que j'ai donné à ma fille. Et je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi j'ai donné ce prénom, parce que c'est le prénom sur lequel je me suis mis d'accord avec mon mec, tout simplement. Mais parce que c'est pas facile. Mais en fait, quand j'ai lu ce livre, j'étais toute petite et je me souviens d'avoir eu ce truc avec Paloma et tu vois comme peut-être un message du futur, je sais pas. Mais quand j'ai pensé, donc il y a pas si longtemps, quand j'étais enceinte, au prénom Paloma, et ben je me suis souvenue de ce livre et je me suis souvenue de cette émotion-là. Et voilà, et parce qu'en plus, c'est une forme de résistance à l'oppression en général. C'est-à-dire le fait que cette maman continue à écrire des lettres pour la retrouver, c'est une forme de résistance. Ensuite, je t'ai demandé quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Oui. C'est un essai qui date de 2012 que beaucoup de femmes en France, en Occident, ont lu, qui s'appelle Beauté fatale de Mona Chollet. C'est un essai qui démontre comment les industries mode beauté maintiennent la logique sexiste, d'où le qualificatif de fatale accolé à celui de beauté. Exactement. Pour employer le terme fameux, est-ce que c'est un bouquin qui t'a aidé à déconstruire sur le sujet, c'est-à-dire ce qu'on demande aux femmes en termes d'apparence?
Oui, absolument, complètement. Moi, je l'ai lu donc quand il est sorti, donc j'avais la petite vingtaine, et bien sûr, j'étais écrasée, comme beaucoup de femmes, de filles qui sortent de l'adolescence, par toutes les normes de beauté qui sont horriblement écrasantes pour les femmes. Être le plus mince possible, s'intéresser tout le temps toujours plus au physique et à toutes ces injonctions en fait qui sont horribles. Et donc, ce livre m'a permis de comprendre. Et en fait, quand on comprend, on est déjà beaucoup plus libre. Et en fait, surtout, je me souviens d'une chose qu'a dit Mona Chollet, qui a aiguillé par la suite tous mes choix de vie, qui est que pour arriver à l'égalité femmes-hommes, il ne faut pas uniquement que les hommes deviennent moins sexistes, moins brutaux, moins dans des stéréotypes masculins, mais il faut aussi que les femmes fassent un pas vers le masculin et vers les sujets masculins. Et je me souviens de m'être dit, elle écrit, il me semble, que peut-être que le meilleur moyen d'être féministe, c'est pas de s'intéresser qu'au sujet du féminisme et qu'au sujet féminin, c'est aussi aller vers d'autres sujets. Et moi, par exemple, je m'intéresse au sujet des infractions à la probité, aux affaires, qui sont en fait des sujets un peu masculins. Et ça, je pense que c'est une manière pour les femmes d'accéder à l'égalité, c'est s'emparer de tous les sujets, même les sujets les plus vastes, même les sujets les plus politiques, les plus, imaginons, là c'est pas mon cas, mais géopolitiques, la science, comme l'a dit tout à l'heure la chroniqueuse. Ça, c'est hyper important, et je pense que moi, c'est ce livre qui m'a fait me dire, ok, c'est comme ça que je veux vivre, et c'est comme ça que je veux être libre, en fait. Ok, donc c'est aussi à ça que ça sert, les livres, c'est à savoir ce qu'on veut faire plus tard. Enfin, je t'ai demandé quel livre te fait rire. Tu m'as répondu Les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf, qui est, en gros, il suit la vie d'une petite fille de nos jours sur plusieurs années. Tu remarqueras que d'une certaine manière, on n'a pas quitté les femmes dans ton questionnaire. Est-ce que c'est plus ton enfance à toi que tu retrouves dans Esther, ou est-ce que tu y cherches des réponses pour savoir qui va être ta petite fille? C'est pas mon enfance à moi que je retrouve du tout, parce que le monde a évolué très vite, mais par contre j'adore. En fait, je trouve que quand on est adulte, on est loin des enfants, et il y a quelque chose de tellement incroyable dans cette sensibilité-là, dans la manière de voir les choses de manière tellement singulière, tellement spontanée. Franchement, je trouve que cette BD, c'est fou, faut la lire en fait pour voir la réaction de cette gamine qui a de 10 à 18 ans sur des trucs assez incroyables qui arrivent dans le monde, en fait, qui est le monde d'aujourd'hui, des attentats de Charlie Hebdo, enfin voilà, tout ce qu'on a connu. Et Riyad Satouf en plus est ultra tordant, enfin moi c'est pour ça que ça me fait rire, il saisit hyper bien les émotions. Donc je dirais que c'est pas pour comprendre ma fille, parce que ma fille elle est toute petite, donc quand elle aura l'âge de la petite Esther, le monde aura encore bien changé, mais c'est pour comprendre les jeunes actuellement, parce que c'est super important, je trouve, d'essayer de les comprendre. Pour arriver à voir comment eux, ils comprennent le monde, comment ils le reçoivent, comment ils s'en débrouillent. Oui, et pour aussi, je trouve, leur être sensible, parce que parfois, on a cette tendance, quand on est des adultes, à vivre entre adultes, vivre aussi pour nous, et oublier qu'en fait, ces personnes, elles sont ce sont des citoyens aussi à part entière, qui ont une sensibilité, qui vivent des choses qui sont parfois très dures. Moi, j'ai été très touchée. Je me souviens d'ailleurs dans Les Cahiers d'Esther, parfois, cette gamine, elle raconte qu'elle est suivie dans la rue par des hommes adultes qui sont âgés. Moi, c'est un souvenir que j'ai, comme je suis une femme, je l'ai vécu aussi, comme je pense toutes les femmes dans la salle. Et en fait, c'est bien de s'en souvenir. C'est bien de se souvenir que la rue, pour ces gamines-là, elle est déjà dangereuse. Là, moi, je suis contente que cette BD me le rappelle, et je me dis, waouh, pensons à ce qu'elle a réalisé des enfants, qui est pas du tout la réalité la nôtre, parce que moi je suis plus suivie par des hommes âgés, parce que je suis déjà périmée pour les hommes, ce genre d'hommes en fait, alors que j'ai 32 ans, ils préfèrent les gamines de 12 ans, mais ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup, en tout cas merci pour ces conseils lecture, Inès, on peut t'applaudir, et merci Juliette, bien évidemment. C'est bientôt la fin de l'émission, mais avant la fin de l'émission, il est l'heure de retrouver le meilleur chroniqueur de France. Le plus beau, le plus charismatique, le plus pertinent. Ah non, pardon, je me suis trompé. Non, c'est pas l'heure de la chronique d'Aymeric Lompré. C'est l'heure de celle de Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez, non, arrêtez. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Mais pourquoi vous applaudissez? Vous savez même pas si je suis français. Qu'est-ce que c'est que cette manie que vous avez d'accueillir les gens chaleureusement avant même de leur avoir demandé leur papier? C'est quoi la suite? Si vous voyez quelqu'un se faire agresser, vous allez intervenir avant d'avoir vérifié sa nationalité? C'est très grave, il y a un moment où la frontière entre le gauchisme et la démence devient très très poreuse. Parce que c'est ça qui compte, c'est ça l'essentiel, être français.
Alors, ils sont tous d'accord au gouvernement, François Bayrou, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Pascal Praud, Philippe Pétain, Charles Maurras, Charles Martel. Il y a consensus. Il y en a un qui commence une phrase, les autres la finissent, c'est trop kawaii. Il y a 4 millions de mal logés en France, les classes dans le public sont surchargées. Quand tu vas aux urgences, t'as le temps de te faire livrer un colis Amazon en salle d'attente. Si tu dénonces le génocide à Gaza, t'es un islamiste, alors que si tu soutiens les crimes contre l'humanité de Netanyahou, t'animes vendredi tout est permis. Et Bayrou, il se dit que la priorité, c'est d'organiser des conventions citoyennes pour débattre de la question qu'est-ce que c'est être français, quoi. Le gouvernement, il court tellement derrière le Rassemblement national, quand il y a Marine qui pète, c'est Macron qui pue. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Bayrou, tous ces efforts qu'il a fait pour plus bégayer, tout ça pour finir par zozoter parce qu'il a des poils de cul de Bardella sur le bout de la langue. Parce que on a bien compris comment ça va s'organiser leur convention citoyenne pour savoir c'est quoi être français. D'un côté, il y aura un panneau avec écrit c'est ça au-dessus d'un buffet avec du vin et des petits bâtons de berger. Et de l'autre côté, il y aura une catapulte à musulmans. Ils sont là toute la journée. L'identité française, il faut défendre l'identité française. Bon, ben pour moi, l'identité française, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et entre la casse des services publics, la soumission aux grands patrons, les tentatives de réhabilitation de la colonisation, la légitimation des violences policières, à l'Élysée et Matignon, ils se torchent avec les 17 articles depuis plusieurs années. À cause de Macron, Marianne, elle a une haleine de merde et des grains de maïs entre les dents. Alors après, je crache pas dans la soupe. C'est super d'être français, ça te donne des avantages. C'est comme la carte au champ. Un étranger qui viole, c'est un criminel, alors qu'un Français qui viole, la femme à Bayrou, elle lui prête ses stabilos en conseil de classe. C'est pour surligner, c'est pas pour mettre dans les fesses des 6e. Vous imaginez si la réponse à la question c'est quoi être français, c'était juste respecter la devise liberté, égalité, fraternité. Là, le prochain charter affrété par Retailleau, il y a Retailleau dedans. Et peut-être même qu'on le laissera piloter. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Alors, je comprends que si t'es étranger, intégriste, misogyne, homophobe et transphobe, on hésite à te filer la nationalité française. A priori, ton projet, c'est pas d'organiser l'apéro des voisins. Mais alors, si t'es français, intégriste, misogyne, homophobe et transphobe, la nationalité, on te la retire. Et là, le vol de Bruno, il va prendre un peu de retard à l'embarquement parce qu'il y a 20 millions de billets à scanner. Et c'est moi qui vais donner les consignes de sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, les gilets de sauvetage se trouvent chez moi, bien fait pour vos gueules. Ça va être marrant de voir Cyril Hanouna en train d'essayer de fabriquer un radeau en attachant Éric Ciotti, Thaïs Descuffon et Yann Moix. Regardez là-bas, une île, on est sauvés. Non, c'est juste Gérard Depardieu qui nage sur le dos. Montez tous sur lui, il va nous protéger en mangeant les requins. Au secours, au secours, aidez-moi. Mon Dieu, c'est Mathilde Seigné, même quand Esno, elle joue mal. Attention, Gérard commence à couler, on est trop lourd. Jetez par-dessus bord tout ce qui est inutile. Ok, à 3, on plonge tous dans l'eau. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. On retrouve en tournée dans toute la France, un petit peu partout, au Bataclan, à Paris, en décembre. Allez, il nous reste quelques minutes. Inès Bernard, la déléguée générale d'Anticor, est toujours avec nous. Inès, reste avec nous encore pendant quelques instants. On a quelques petites dernières questions à te poser. On commence par Juliette. Combien de fois est-ce que tu as vu le film de Brian De Palma, Les Incorruptibles? Une seule fois. Oh, c'est pas assez. Pierre-Emmanuel. Emmanuel Macron a été élu sur la promesse de moraliser la vie politique. Est-ce que vous diriez que c'est un échec ou est-ce que vous diriez que ça n'a pas marché? Je dirais que c'est un échec s'il a échoué encore dans l'échec, quoi. Très bien, double échec, échec au carré. Émeric, une question pour Inès. C'est quoi un secrétaire général de l'Élysée? C'est la question à laquelle je m'attendais pas. Toujours pas. Moi j'ai une question pour toi. Pierre-Emmanuel Barré instrumentalise l'antenne pour insulter ses collègues de manière répétée et rémunérée. Est-ce qu'on peut parler d'abus de bien social ou juste d'un mal-être personnel qui le pousse à rabaisser les autres pour ne pas sombrer dans la triste réalité de sa vacuité abyssale? Après, j'ai une question. Non, bon. Inès n'a pas répondu. Plutôt oui, je dis toujours en lanceur d'alerte que je réponds pas. J'ai besoin d'un écrit. D'accord. Alors, Inès, par écrit, si vous deviez travailler sous les ordres de Guillaume Meurice, vous tiendriez combien de temps avant d'instrumentaliser l'antenne pour l'insulter de manière répétée et rémunérée? Toujours pareil. Alors moi, Inès, si vous deviez travailler avec des types qui peuvent pas s'empêcher de parler d'eux, même dans les questions de fin, est-ce que vous auriez envie de leur payer le visage avec un râteau? C'est oui, a priori, c'est oui. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Inès Bernard d'avoir été avec nous. On peut encore t'applaudir bien fort.
ainsi que tous les membres d'Anticorps. Adhérez à Anticorps, c'est important. Merci beaucoup. Merci à ton invité Véronique Escamès d'avoir été avec nous. Merci à Célia Pelluet, Thomas VDB, Guédré, toutes les équipes techniques de l'Européen qui nous reçoivent toutes les semaines. On peut leur faire un triomphe. Toutes les équipes techniques de Radio Nova. Merci à toutes les équipes de Frédéric Antelme, Malo, notre réalisateur, Paul à la technique à Nova, Mano et Loris pour la prod, Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale, à notre rédacteur en chef Ramzi Assali, Émeric Lompré qui va beaucoup mieux, a priori la toxication alimentaire est passée, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine, amusez-vous bien, gardez le moral et vivement la dernière. La dernière.